Hey, salut! Merci beaucoup d'écouter mon podcast Humeur humoristique. J'espère que ça va te plaire. J'ai eu une super discussion avec Adrien Arnoux, qui est un humoriste français. J'ai adoré notre conversation parce qu'il a été super généreux, super honnête dans ses réponses. Et donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Souvent, je ne parle pas en début d'épisode parce que je préfère que tu écoutes mes invités plutôt que moi. Mais là, j'avais envie de faire une dédicace spéciale à Safia, qui est une auditrice régulière du podcast et qui m'a fait des super retours sur mon podcast. Ça m'a fait tellement plaisir, donc voilà, merci Safia. Si toi aussi tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner sur Spotify, sur iTunes ou sur la plateforme que tu utilises en ce moment. Tu peux mettre des étoiles si tu es sur iTunes ou mettre un like si tu es sur YouTube. Tu peux aussi partager le podcast autour de toi sur Facebook ou en story sur Instagram. Et puis, viens me dire ce que tu penses du podcast. J'adorerais avoir toujours plus de retours pour pouvoir améliorer le podcast et le rendre encore meilleur et qui te plaise de plus en plus. C'est quand même l'objectif. Donc voilà, je te laisse profiter de l'épisode et on se dit à bientôt. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un stand-upper français, le premier du podcast. Je reçois Adrien Arnoux. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Qu'est-ce que toi tu aimes dans tout ce qui est podcast? Je sais pas si c'est un truc naturel. Enfin, je pense que les gens en général aiment bien écouter des conversations quand ils sont tout seuls. Je pense que c'est un peu la même chose avec moi. Et pendant le confinement, justement, je pense que c'est là que ça commence à prendre les podcasts, surtout en France, parce que les gens sont tout seuls, ils s'emmerdent et ils ont envie d'écouter une conversation. Donc, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'écoute ça en général. Et est-ce que toi t'en consommes beaucoup? Ouais, principalement des podcasts anglo-saxons, histoire de me faire sortir un peu de ma vie, quoi. Mais oui, autant que j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, quoi. C'est genre 50-50 à ce stade. Mais en septembre, t'as toi-même commencé ton propre podcast qui s'appelle Laisse-moi finir. D'où elle est venue cette envie d'avoir ton propre podcast? Ça faisait longtemps en fait. J'ai commencé à m'intéresser au stand-up en écoutant beaucoup de podcasts et en écoutant des podcasts des humoristes qui racontaient comment ça fonctionnait. Et j'ai toujours voulu faire le mien, mais j'attendais de connaître assez de gens, avoir assez d'expérience et tout ça. Et il y a un moment où ça s'est apparu être le bon moment, quoi. En général, je fonctionne assez comme ça. Genre, je fais des trucs quand ça m'apparaît à moi être le bon moment et pas quand les gens me disent de le faire. Sinon, je l'aurais fait en 2014, mais je connaissais personne. J'avais un an ou deux stand-up. Ça aurait pas été forcément très intéressant, je pense. Là, j'ai un peu plus de trucs à dire. Et comment tu décrirais ton podcast pour ceux qui ne l'ont jamais entendu? C'est très très simple. Hein. Je l'ai appelé Laisse-moi finir parce que idéalement, faut que je me rappelle à moi de pas interrompre les gens parfois, tu vois. Oui. Puis ça fait un peu un double sens sexuel que je n'avais pas compris tout de suite. Mais non, c'est vraiment en fait c'est très proche des podcasts que j'écoute moi, qui sont en général celui de Marc Maron et celui de Joe Rogan, qui est un peu long, je l'écoute pas à chaque fois, mais c'est des gens qui parlent en gros, et l'idée c'est que la conversation soit divertissante. Et il m'arrive de couper des trucs parfois quand c'est chiant, même si on m'a dit que c'était genre pas intègre et tout, je m'en fous. Et puis voilà. Mais en gros, c'est vraiment une conversation entre moi et soit à ce stade, c'est des humoristes que je connais bien. Je commence avec des gens avec qui je suis à l'aise, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est que des humoristes. Je pense qu'à l'avenir, ce sera un peu plus large, mais il se trouve que c'est quand même pas mal mon réseau à ce stade. Donc, mais au fur et à mesure, je serais ravi de expander un peu le truc, parler à des musiciens, des acteurs, des trucs comme ça, ou juste des journalistes, des gens qui ont écrit des livres. Je crois que je vais me limiter aux humoristes parce que je pense qu'il y a déjà... j'aime tellement d'humour, tellement de style, dans tellement de pays différents que je pense que rien qu'avec ça, je suis parti pour déjà un moment. Oui, t'as de quoi faire, ça c'est sûr. Après, il faut voir qui va me répondre. Je pense que tu auras moins de mal dans un an ou deux. Non, je pense que pour l'instant, l'humour en France, il y a des podcasts, mais des podcasts d'humour, il n'y en a pas 1 milliard, tu vois. Et il y en a qui commencent à bien marcher, celui de Ken Kojandi ou celui de Semelia, par exemple. Mais c'est pas encore le gros truc que tout le monde écoute quand il s'intéresse à l'humour. Enfin, ça n'a pas encore pris à 100%, mais d'ici un an ou deux, je pense que les gens auront compris que c'est un média par lequel tu peux t'exprimer librement. Il y a aussi beaucoup de gens qui font leur propre contenu et qui n'ont pas forcément envie d'apparaître ailleurs. Je pense que ça peut être le cas des fois. À ta place, je serais pas inquiet. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est toujours pareil. Tu commences avec des gens un peu accessibles, puis au fur et à mesure, tout le monde est un peu OP. Puis si ton podcast commence à marcher, tu vas voir que c'est arrivé à un pote à moi. Son podcast a commencé à marcher et il commençait à avoir des agents d'humoristes qui l'appelaient pour il aimerait bien faire le podcast et tout. Et pour lui, ça l'a un peu fait chier, ce que je peux comprendre. Parce que si tu as envie de parler avec des gens en particulier et qu'il y a des gens que tu connais pas ou que tu n'aimes pas qui veulent absolument faire ton podcast, c'est dur de leur dire non poliment et tout. Mais c'est une évolution. Ça fait combien de temps que tu fais ce podcast? J'ai commencé en janvier de l'année passée, c'est la 2e saison en fait.
Ouais. Non, je pense que plus tu vas en faire, plus les gens vont être OP. Plus tu vas les contacter, plus ils vont voir qu'il y a des gens qui connaissent qui l'ont fait, puis ça va faire boule de neige. J'espère bien, mais en tout cas, merci beaucoup toi d'avoir accepté de le faire. En France, j'ai juste eu Tania Dutel, que tu as eu aussi dans ton podcast. Tous les autres t'ont soit pas répondu, soit dit non. C'est généralement juste pas répondu. Des refus, j'en ai pas eu spécialement. C'est juste qu'ils ne le voient pas, en fait, je pense. Bah, tu sais, moi je l'ai vu parce que je regarde ma boîte alternative, ma boîte aux lettres alternative sur Instagram, mais ça apparaît pas dans les messages principaux, donc peut-être qu'ils l'ont même pas vu, en fait. Le Québec est peut-être plus habitué à ça, ou je sais pas. C'est juste plus facile pour le moment. Ouais, c'est un peu particulier l'humour français, c'est aussi très basé sur... on sait pas exactement la même culture que ce qui se passe au Québec, et tu vois, les podcasts sur le stand-up, ça fait genre, dans la culture anglo-saxonne, ça fait une dizaine d'années que c'est un gros truc. Ici, c'est encore assez récent. Et puis, tu sais, moi, je te dis, une fois que les agents et les prods auront compris que c'est un biais tu sais, pour s'exprimer, ils vont tous tu sais, demander même à aller faire ces podcasts, je pense. J'espère ne pas devoir refuser après des gens. Ça pourrait t'arriver, hein. On en rigole maintenant, mais d'ici un an ou deux, c'est jamais. On en reparlera d'ici un an ou deux où je vais devoir refuser des gens qui me font juste pas rire. Je sais pas s'il y a des humoristes que tu ne veux pas. Ouais. Bah si, ça arrive, tu sais, il y a des... Moi, j'essaie vraiment d'avoir que des gens qui me font rire parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler à quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, parce que sinon je trouve ça un petit peu malhonnête, un peu comme ça de dire « Ah, et donc tu fais de l'humour, c'est bien, ouais. » Du coup, tu es au courant maintenant que j'apprécie ton travail. Oh, c'est gentil. Sinon, tu ne serais pas là. Mais toi, dans cette situation actuelle donc de confinement, peut-être de 3e confinement en France, dans les discussions, comment est-ce que tu vis tout ça, toi, l'absence de la scène, tout ça? Est-ce que ça va? C'est 3e confinement pour un humoriste, 3e confinement, tu sais, comme il n'y a rien à faire dehors, déjà, ça change pas grand-chose. Pour moi, la limite, c'est mieux parce que les trucs ferment plus tard, ça ferme à 18h, on a un couvre-feu. S'il y a un reconfinement, il y aura plus de couvre-feu, on pourra aller faire les courses à 20h si on a envie. Non, le premier confinement, j'avais vraiment besoin d'une pause parce que ça faisait genre, je sais pas, 7-8 ans que j'étais non-stop et que j'en avais un peu marre. Mais là, je commence à m'ennuyer un petit peu. C'est bon, j'ai eu ma pause. Et, mais bon, on s'occupe comme on peut. Le fait est que c'est indéniable que dès que cette pandémie sera terminée, les gens seront ravis de retourner dans les salles. Et on l'a même constaté après le premier déconfinement que c'était pas si difficile de remplir. La plupart des clubs étaient remplis entre, on va dire, je sais pas, septembre, octobre, c'était 2 bons mois. C'est peut-être pour ça qu'on a dû reconfiner. Mais est-ce que tu arrives quand même à écrire, à créer pendant toute cette période ou beaucoup moins? Non, bah j'écris, mais c'est-à-dire que tu peux écrire autant que tu veux tant que c'est pas testable sur scène, ça reste des vannes hypothétiques ou fantômes un peu, tu vois, genre c'est pas vraiment matériel, tu couches tes idées. Le fait est que j'ai le temps, et puis ça m'amuse des fois de tu sais, me poser devant mon ordi et d'écrire plein de conneries. J'ai plein de brouillons déjà que j'ai commencé, donc je suis jamais obligé de partir de zéro. Je peux toujours prendre une note que j'ai prise et essayer de la faire grandir, quoi. Mais c'est vrai que tant que tu peux pas tester, c'est un peu frustrant de pas savoir si c'est drôle ou pas. Tu sais, je peux le raconter à mes potes pour voir si c'est bien ou pas, mais bon, c'est un peu loin. Je pense qu'on va reprendre, honnêtement, j'imagine qu'on va reprendre en avril-mai, si Dieu veut. Et donc, il n'y a pas d'urgence. J'ai déjà assez de trucs à tester. J'ai déjà assez de matériel à tester dès que ce sera rouvert. Donc maintenant, tu sais, je fais un peu de musique en ce moment aussi. Donc c'est surtout ça que je fais parce que j'ai beaucoup écrit ces 2 derniers mois. Puis au bout d'un moment, bon, là, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire là tout de suite. Donc je fais de la musique sur mon ordinateur. Voilà. Et tu passes beaucoup de temps à faire de la musique? Ouais, c'est ce que je faisais avant le stand-up et j'avais un peu abandonné parce que j'étais un peu découragé. Puis la technologie était un peu moins avancée que maintenant et j'avais un peu moins de thunes, donc c'était juste trop compliqué. Enfin, et en plus, le business de la musique en 2012 était complètement en train de se casser la gueule. J'ai arrêté à ce moment-là, et puis là, je me suis rendu compte que ça manquait un peu dans ma vie et j'essaye de me réentraîner pour à long terme essayer de devenir, j'allais dire beatmaker, mais ça peut être aussi de la pop ou de l'électro. Enfin, tu sais, voilà, c'est ça que j'aimerais bien faire. Cool. Ben, on va revenir un petit peu sur tout ton parcours, parce que moi, dans le podcast, j'aime remonter le temps avec les invités. Et ma première question, c'est la question que je pose à tous les invités, c'est comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas? J'étais pas forcément drôle, mais si c'était le cas, je m'en souviendrais pas forcément non plus. Non, je me souviens parfois je disais des trucs et que les gens me regardaient, genre ils rigolaient ou ils disaient waouh, c'est chelou ce qu'il a dit. Ça va pas plus loin que ça. Je me souviens pas avoir été un trublion. J'ai toujours été assez calme et réservé en général. Enfin, donc c'était plutôt comme ça qu'on me connaissait, puis que certains me connaissent encore d'ailleurs. Ok. Et est-ce qu'à l'adolescence, ça a un peu changé ou c'est resté plus ou moins comme ça? Si, bah oui, à force de grandir. En fait, ce qui s'est passé, c'est vers l'adolescence, j'écoutais beaucoup Rire et Chanson vers 11 ans ou 12 ans. Je sais pas si tu vois ce que c'est une radio. Si, je vois bien, je vois bien. Et c'était vraiment tous les jours, genre tout le temps, parce que j'écoutais ça autant que la musique, quoi. Et c'est un peu là que j'ai commencé tu sais, à parler différemment, à écrire différemment dans mes rédactions, et genre les profs, ils trouvaient ça marrant et tout. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais été genre le clown de la classe, j'ai jamais été particulièrement extraverti, ça. Mais disons que même quand j'ai commencé le stand-up, les gens qui me connaissaient d'avant, il y en a qui voient pas du tout comment je pouvais être drôle et d'autres. Enfin, en gros, fallait me connaître pour me trouver marrant, je pense que c'était ça. Ok.
Tu disais que tu écoutais pas mal Rire et Chanson, je pense que tu regardais pas mal Bigard aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres humoristes que t'aimais bien? Ça, c'était qui à l'époque? Je suis vieux, hein, j'ai 35 ans, donc c'était il y a 25 ans, j'avais, ouais. Bah, j'aimais bien Roland McDan, mais après j'ai compris qu'il avait un peu beaucoup pompé à Bill Cosby, ce qui en plus, il pompe à un violeur en série, c'est cool. Je savais pas tout ça, donc c'était bien. Qu'est-ce que j'aimais? J'aimais bien Guy Bedos, des proches, Cole, enfin, tu sais, tous les gens où les gens font ah, Oui. ah là là, ils sont où des proches, j'ai connu. J'aimais bien Dupontel, il avait un spectacle, il n'en a fait qu'un seul, mais il était marrant. Enfin bref, l'humour français des années 90, c'était Palmade, Robin, enfin les originaux, quoi, tu vois. Ok, ouais, mais c'est déjà quelque chose qui t'attirait, quoi. Ouais. L'idée que c'était juste quelqu'un qui parle et que ça pouvait me divertir, c'est une forme tellement simple de divertissement et en même temps tellement divertissante que j'aimais bien ce rapport, quoi. Tu ne te disais pas en regardant ça, moi je vais faire ça a l'air tellement bien. Un peu, si. Je me souviens en France, il y avait une troupe qui s'appelait les Sales Gosses qui faisait des reprises de sketchs connus de genre Popé, Clément, Pan Romanoff et tout. Et c'était une troupe d'enfants qui avaient mon âge et il y avait des reportages à la télé sur eux et tout. Et je voulais trop faire ça. Puis après, j'ai découvert la musique et le cinéma. J'ai un peu lâché l'affaire. Voilà. T'as commencé avec comment la musique? T'as commencé avec quel instrument? Je commençais à jouer de la basse à 13 ans, 14 ans, je sais plus. Et j'ai joué dans des groupes assez vite, genre un an plus tard, je faisais mon premier concert. Et après, j'ai joué dans plein de groupes. De tes 14 à tes 26 ans, t'as dû jouer dans une dizaine de groupes? C'est bien ça. T'as joué dans quel style? Quel style de musique? Oh, j'ai tout essayé, hein. Oh, j'ai bouffé à tout parti. Non, j'ai commencé, c'était un peu genre ce qui marchait bien à l'époque, genre 99, 2000, 2001, c'était tu sais, pop-punk et fusion rap metal. Donc en gros, c'était Limp Bizkit et Blink 182. C'était ces deux groupes-là dont on était fan. Green Day, Rage Against the Machine, enfin ces trucs-là. J'ai eu un groupe qui était un peu indie rock, un peu à la Smashing Pumpkins. Et j'en avais un autre qui était vraiment néo-metal où c'était genre vénère et avec le refrain chanté un peu emo, quoi, tu vois. Ok. C'était vraiment mon genre de musique à l'époque, donc je reconnais tout ce que tu racontes. Et non, puis après j'ai commencé à m'intéresser tu sais, quand j'ai commencé c'est moi qui produisais les démos des groupes, enfin d'un de ces groupes-là en particulier, et ça m'a permis en fait, dès que j'ai découvert la musique par ordinateur, ça m'a plus intéressé de faire des trucs qui n'impliquaient pas que des guitares et des basses et des vrais instruments. Donc là, j'ai commencé à faire, j'avais un groupe un peu électro-rock où en gros je faisais il y avait des guitares, mais c'était plus un arrangement que l'instrument principal. Et ça, c'était le dernier groupe que j'ai fait. Ça s'appelait Dead Sea Lions. C'était pas ouf, mais c'était pas mal. Ouais, je crois que c'est le dernier groupe où j'ai vu que le line-up était un peu bancal et que personne n'était vraiment dans le même état d'esprit. Donc j'ai fait, vas-y, j'en ai marre, ça fait 12 ans, je suis en galère de thunes. Pour subvenir à mes besoins, j'étais prof de guitare. En fait, j'ai jamais gagné ma vie avec la musique, j'ai jamais gagné un centime. Donc j'étais un peu découragé. J'avais 26 ans, je voyais mon avenir. Je fais, oh, ça sent mauvais. Donc du coup, c'était soit je retourne à la fac, soit je fais du stand-up et on voit si ça marche. Et ça a plutôt marché, donc j'ai continué. J'avais quand même entendu que tu avais fait la première partie au Zénith d'un groupe de mon adolescence que j'adorais, qui s'appelait Playmo. Ah, j'ai eu un gros moment nostalgique en réentendant ce nom. J'avais plus entendu depuis des années. Et j'ai réécouté les podcasts avec toi pour préparer l'épisode. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, oh mon dieu, Playmo. Oh, le retour en arrière. J'aimerais bien inviter le chanteur parce qu'il était aussi prof de dessin dans l'école où j'étais après le bac et tout. Donc et j'ai tourné dans un clip avec lui. Maintenant, il est peintre dans le Far West. Marc Maggiore, il s'appelle. Bref. Donc ouais, ça c'était 2007. C'était un groupe dont j'étais fan à partir de 2000, 2002. En gros, quand j'ai commencé ce groupe-là en particulier, le but c'était vraiment de faire la première partie de Playmo au Zénith. Et 5 ans après, on a réussi, donc ça faisait plaisir, quoi. C'est bien passé. En plus, on s'est pas fait siffler. On a réussi à faire un Braveheart. Tu sais, c'est le truc où tu sépares la foule et tu les fais rentrer dedans. Oui. On n'avait pas le droit de le faire parce que c'est leur truc et on s'est fait engueuler, mais. Et c'était mon genre de me retrouver au milieu de ce truc-là. Ils ont cassé les couilles après, mais franchement, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est les Américains à New York, je crois, les groupes de hardcore des années 80-90. Ouais. Enfin bref, voilà, ça c'est un des plus gros accomplissements de ma carrière musicale, mais même pour ça, j'ai pas été payé un centime. Hein. On était des gamins, on avait genre 20 ans. Et c'était genre, si on demandait de l'argent, ils auraient probablement pris un autre groupe. Okay, puis je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait, comment on était payé dans le monde du spectacle. C'était complètement un monde étranger pour moi, donc voilà. Mais en tout cas, c'était cool. Mais donc, jamais payé un centime à ce moment-là. T'as aussi fait des études de dessin après ton bac, que t'as arrêté. En fait, c'était... La première année, c'est une prépa artistique, donc tu apprends tous les trucs intéressants. C'était super dur, mais tu apprends à dessiner vraiment bien, quoi, tu vois, à peindre et tout. Et la deuxième année, c'est la prépa est finie. Maintenant, c'est une école de communication visuelle. Donc, c'est un peu comme une école de com, mais avec des images, en gros, par définition. Et ça m'intéresse pas du tout. On se retrouve avec des gens qui bossent dans la pub, qui nous expliquent comment faire des affiches. J'en ai rien à foutre. Ça ou architecture, mais c'était pas mon truc, quoi. Donc, j'ai arrêté. Tu t'es lancé plutôt à fond dans la musique à ce moment-là. Ouais, en gros, j'ai arrêté les études en 2004, 5, 6, je sais plus.
Et ensuite, j'étais full musique pendant un certain temps. Et puis, j'ai réussi à faire quelques trucs que je voulais faire. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de groupes, mais j'arrivais pas à avoir d'avenir. Quand je suis arrivé à 25, 26 ans, je voyais la trentaine approcher. Je me disais, je crois que mon seul avenir, c'est genre d'être bassiste d'un artiste de variété. Et ça m'intéressait pas trop. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et j'ai vu que je savais écrire. J'étais déjà fan de stand-up, donc vas-y, on va tenter. Hein. Mais déjà à ce moment-là, tu écoutais pas mal de podcasts américains comme celui de Mark Maron, celui de Joe Rogan. Oui, en fait, ça les a humanisés beaucoup, les humoristes. Et tu comprenais très vite en écoutant ces podcasts que c'était des gens normaux qui avaient tenté le truc et qui avaient pris des gros beats pendant des années avant d'y arriver. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est possible, on n'est pas censé être drôle immédiatement. Et ça m'a fait dire que le beat, ça allait pas être très grave parce que ça. Clairement, quand tu écoutais ces conversations, tu comprenais que ça faisait partie intégrante de comment tu progressais, comment tu avançais. Ça m'a fait un peu sauter les barrières de et si j'ai pas de rire, et si ceci, si cela. Je fais, tu sais quoi, vas-y, on y va. Et ça, c'est grâce au podcast, c'est sûr. En avril 2012, tu fais ta première scène à Paris au Shitchman Comedy Club. Changement, on dit. C'est une scène ouverte qui n'existe plus, mais qui était cool. En fait, tu pouvais juste appeler et t'inscrire et tu avais 5 minutes devant littéralement 80 personnes. Je sais pas comment ils faisaient pour avoir autant de monde, c'était un resto. C'était marrant parce qu'il y avait tout, il y avait vraiment des débutants, il y avait des sketchs, des chansons, puis il y avait aussi genre Mustapha Alatraci ou Olivier de Benoît qui venait tester des trucs pour la télé ou la radio. C'était vraiment un fourre-tout, ça durait 3 heures. Il y avait 28 humoristes, c'était interminable. Et il y avait, c'était une dame d'un certain âge qui s'appelait France, elle est toujours parmi nous, il me semble, Françoise Deldy, qui, quand tu dépassais tes 5 minutes, elle sonnait une petite cloche. J'ai fait mon premier passage et quand je suis sorti de scène, elle m'a pris le bras, elle m'a dit c'était marrant. Moi, je fais ok, vas-y, cool. J'avais eu 3 rires, mais j'étais content. Et tu parlais de quoi? Tu te rappelles? Franchement, à peu près la même chose que maintenant, mais en nul. Hein, en vrai. Je me souviens, pas maintenant, mais la plupart des sketchs que j'ai sur Internet, il y avait une version à chier de ça 2-3 ans avant que je faisais quand je commençais, où en gros, au lieu d'avoir les vannes, j'ai juste les faits comme si c'était censé être juste drôle. Les faits, quoi. Alors qu'en fait, il faut un travail d'écriture, écrire des vannes et tout. Et ça, j'ai fini par comprendre quand, au bout de quelques fours, j'ai fait bon, il faut des blagues. J'ai même entendu que pour ta deuxième scène, limite, tu cherchais à avoir le beat que tu n'avais pas eu à la première. Bon, c'était un peu inconscient, hein. J'aurais pas forcément pu l'éviter. Mais je savais que c'était bien en sortant de scène. Je me suis dit, bon, au moins, je sais ce que ça fait, quoi. Parce que je savais que c'était imminent. Donc, à ce moment-là, autant, tu vois, y aller direct, quoi. Comment est-ce que tu les vis maintenant? C'est plus vraiment le même genre de beat. Avant, un beat, c'était vraiment un silence, tu sais. Le malaise, moi qui suis mal à l'aise, bouche pâteuse. Enfin, je sais pas, tu fais du stand-up, il me semble, hein. Oui, je fais du stand-up aussi, mais moi, je déteste tout le temps ça. Moi, ça n'a pas beaucoup changé le rapport au beat. Je dis pas que j'aime ça maintenant, hein. Je dis juste que la probabilité que je fasse un passage et qu'il y ait 0 rire, elle est assez faible. Ça peut arriver, mettons, je sais pas, 1 ou 2 fois par an, ce qu'on appelle un tunnel, genre vraiment rien, et tu sais pas pourquoi. Ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est plus un truc un peu médiocre où tu fais, c'était nul, je me suis fait chier, mais c'était pas embarrassant, quoi. Genre, les gens n'évitent pas ton regard à la fin, mais c'était genre, c'est pas très fun, quoi. Mais donc, maintenant, t'arrives relativement serein sur scène, t'as toujours un stress? C'est plus la même anxiété. Puis ça dépend aussi de quel est l'enjeu et dans quelle humeur je suis ce jour-là. Il y a qui dans la salle. C'est plein de choses. Les 5 premières années, j'avais limite des douleurs cardiaques et tout. Je me reconnais là-dedans. Je prenais pas forcément soin de moi non plus, mais j'ai pas vraiment changé mes habitudes et je n'ai plus ces douleurs cardiaques. Mais c'était vraiment la minute avant de monter sur scène où il y avait un espèce de rythme de cœur qui battait vraiment trop vite, quoi. En gros, j'ai toujours été un mec un peu anxieux et je pense que à force de me jeter au feu comme ça a un peu tué une forme d'anxiété que j'avais. Mais non, il y a toujours un côté. C'est pas le stress, c'est juste, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Moi, ça va beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr, à force d'en faire, mais je suis toujours en panique avant de monter sur scène et les gens qui sont trop à l'aise m'énervent. Souvent, je m'isole parce que sinon tout le monde m'énerve. Parce qu'il y a des gens beaucoup trop à l'aise, ils vont faire une scène, il y en a qui me disent, ils passent devant moi, ils font, je sais pas ce que je vais faire ce soir, je fais, ne me parle pas, je suis après. Qu'est-ce que je vais leur raconter à ces connards? Moi, c'est impossible de pas savoir ce que je vais faire. Puis, non, faut bien comprendre que quand il dit ça, c'est pas vrai. Enfin, quand il dit ça, ça veut dire quelle blague choisir ce soir. Ça veut pas dire j'ai rien, quoi. Tu vois. Moi, quand je dis qu'est-ce que je vais dire, c'est qu'est-ce que je vais piocher dans mon sac à blagues, tu vois. Pour le moment, je suis pas encore assez à l'aise pour me dire qu'est-ce que je vais faire le soir même. Souvent, c'est préparé d'avance. Je sais, genre, le matin, ce que je vais faire pour le soir, quoi. Et je vais pas bouger de là. Tu peux arriver à un stade où si tu as un passage qui est assez solide, le stress il s'en va. Faut qu'il revienne avec des nouvelles blagues, mais tu peux t'offrir quelques. Parfois, quand tu as un passage qui marche bien, c'est pas mal de le faire, tu sais, 3-4 mois, juste ça, pour pouvoir apprendre tout ce qui n'est pas le texte, en ayant confiance dans le texte quand tu sais qu'il marche. Et là, tu as un peu moins de stress, parce que tu sais que les vannes, elles sont censées marcher, elles ont marché à chaque fois, donc c'est plus, ok, comment on travaille vraiment l'interprétation et le fait d'être vraiment là, et de regarder les gens et tout. Et tu as moins le stress, tu le retrouves, le stress, ça va avec des nouvelles blagues, ou là, je vais retrouver le stress quand je vais remonter sur scène au bout de 6 mois d'abstinence.
C'est aussi une histoire d'habitude, hein. Tout ce qui fait très peur quand tu vois des gens qui escaladent l'Everest ou qui font des trucs de ouf, les Yamakasi. C'est des gens, en fait, c'est tout que des trucs qui font peur au début, puis au final, au fur et à mesure, tu t'habitues, quoi. Quand ça se passe bien, ça va, mais vraiment, avant de monter sur scène, c'est pour le moment toujours un petit peu une peur panique de « mais pourquoi je suis là ?» Je suis sûr que si le présentateur vient me demander à ce moment-là « est-ce que tu passes ?» Je lui dis non, mais j'ai trop envie de monter en vrai, mais à ce moment-là, non. Ça m'arrive encore, mais des fois je stresse parce que peut-être le mec d'avant il est en train de cartonner. Je me dis putain, faut que je maintienne ce niveau. C'est important de pas associer ton estime de toi et ton succès sur scène trop parce que après ça veut dire que ta santé mentale est dépendante des rires des autres. Il y a un risque là-dedans, je pense. Ouais, c'est pas conseillé. Quand tu commences à faire du stand-up, en parallèle, tu donnes des cours de guitare à des gosses de riches dans le 16e, d'après tes propres dires. Oh, s'il y en a qui écoutent, je veux pas qu'ils se sentent insultés. Il y avait aussi des gens de classe normale ou moyenne, on va dire. Mais oui, c'était beaucoup des fils de patrons. Comme ça. Mais c'était sympa, hein, c'est pas des connards. C'est juste, ils sont pas toujours conscients de leurs privilèges, mais c'est des humains polis. Et ouais, j'ai fait ça. Ça, j'ai commencé en 2005, je crois, puis j'ai arrêté en 2015. Et il y a eu 3 ans de parallèle où je faisais des cours et du stand-up. C'était stressant parce que je bidais en stand-up et je galérais avec les cours. Mais j'avais décidé que j'y croyais, donc quand t'as décidé que tu vas quelque part, tu vas, tu poses plus la question, quoi. Mais grâce à cette expérience des cours privés, t'as fait un sketch que j'adore avec les cours privés. Cette partie où tu expliques que les parents te laissaient aller dans leur chambre et qu'ils savaient pas du tout ce que tu faisais. J'adore ce sketch. Des fois, je me retrouvais, alors, il faut que tu mettes tes doigts là, il faut que tu appuies plus fort. Et je me dis, non, avec ma voix en plus, c'est tout. Ça sonne creepy, quoi. J'adore ce sketch, j'en profite pour te le dire au passage. Merci à toi. C'est le podcast du compliment, hein, donc si t'es pas à l'aise avec les compliments, faut me le dire directement. J'ai entendu l'inverse où quelqu'un m'appelle et genre, c'est le podcast du pas compliment. Je fais, alors, t'es vraiment pas drôle, explique-nous pourquoi. Personne n'a essayé ça encore. On lance le concept, si quelqu'un le veut, je lui repasserai tous les humoristes que je ne veux pas recevoir, je lui enverrai. J'ai entendu dans ton podcast que les 2-3 premières années, c'était quand même assez compliqué d'avoir des plateaux plutôt corrects, parce qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de scènes, et c'était moins répandu. Tu jouais parfois dans des conditions pas terribles. Je faisais des spectacles, il y en a qui, enfin j'en fais encore des spectacles comme ça, mais il y avait que ça, il y avait pas les comedy clubs. En ce moment, à Paris, il y a genre 4 comedy clubs qui ont ouvert juste avant le Covid. Bon timing. Et une fois que ce sera ouvert, enfin c'est quand même cool, quoi. Et, non, à l'époque, il y avait le Paname, il y avait un truc qui s'appelle le Paname à Paris, il y avait le bordel. Il y avait quelques trucs, mais j'avais pas forcément accès moi parce que j'étais nouveau et pas très bon. Il y avait moins de scènes. Et à côté de ça, il y avait aussi moins d'humoristes. Donc, je sais pas si c'est plus simple maintenant de commencer, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du stand-up. En vrai, la première génération avant moi, ils avaient un peu disparu dans leur spectacle. Et on les croisait plus trop dans les plateaux, quoi, les soirées où il y a plusieurs humoristes qui défilent. Donc il y avait quand même un peu de place, mais j'étais pas très bon. Donc c'était un mélange des deux. J'arrive à jouer, mais pas trop. C'était pas horrible. Enfin, c'était plus dur d'avoir des rires et d'avoir des bonnes vannes, quoi. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, ça a commencé à développer un peu. Il y a eu de plus en plus de soirées dans des bars et tout. Et maintenant, il y en a presque trop. Enfin, avant le confinement, tu pouvais mettre n'importe quel mot et Comedy Club après, ça existe. Chaussures Comedy Club. N'importe quoi. Tu dirais que maintenant, les conditions sont meilleures, il y a plus de lieux pour le faire, mais du coup, il y a beaucoup plus d'humoristes, donc la compétition est plus rude. Ouais, des fois, il y a des humoristes qui débutent qui me demandent comment on commence, enfin, tu sais, comment on trouve des plans et tout. Et franchement, je sais pas, il y en a beaucoup plus que. Moi, quand j'ai commencé, j'étais limite le seul gars de le premier gars de la 2e génération qui faisait du stand-up avec. Il y avait Seb Melia, mais qui était déjà un peu dans la première génération, il avait joué dans Bref et tout. Et maintenant, je me souviens, il y a un open mic pour les nouveaux humoristes au Barbès Comedy Club et ils ont un peu limité maintenant, mais les premières fois où j'y allais, il y avait genre 40 humoristes dans la loge, quoi, littéralement. Ah ouais. Ouais, alors que moi, quand je commençais, je faisais des scènes ouvertes et c'était genre, il y avait des clowns, des ventriloques, des perruques, tu vois. Et, donc, si je commençais maintenant, je saurais pas exactement comment trouver des plans. La meilleure solution, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que beaucoup de gens ont fait, des mecs comme Paul Mirabel et tout. Tu développes des passages assez courts, mais où à chaque fois que tu parles, c'est drôle, en gros. Et ça se finit par se remarquer au bout de, je sais pas, 1 an, 2 ans. Mais c'est graduel, c'est pas, il y a rien, et ensuite, au bout de 2 ans, il y a tout, et au fur et à mesure, tu gravis les échelons, quoi. C'est bien d'avoir un passage solide pour te présenter un peu à tout le monde, quoi, en gros. Une sorte de carte de visite, et après, le défi, c'est d'écrire plus de blagues et d'en avoir assez pour faire un spectacle, avoir assez de public pour remplir. Ça, c'est tout un autre merdier, mais je pense que même avec toute la concurrence qu'il y a maintenant, si tu arrives à vraiment développer un passage très court, mais qui cartonne vraiment, tu peux sortir du lot au fur et à mesure. Ok, ouais, donc ça serait ton conseil pour quelqu'un qui veut commencer, c'est d'avoir vraiment un passage qui envoie du lourd, assez court, mais qui va permettre que la fois où tu vas jouer, on va te remarquer, quoi. Ouais, puis ça te permet d'être invité un peu partout et de rencontrer tout le monde. À partir de là, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre de ton sketch, donc faut trouver d'autres vannes. Mais c'est une bonne introduction, je pense.
Qu'est-ce qu'on peut retirer d'une scène pour que ça devienne une galère? Tu sais, il y a beaucoup de soirées à Paris où on m'invite pour faire la première parce que genre je suis à l'intermédiaire ou pas trop connu et accessible, tu vois. Donc mais il y a quand même des gens qui me connaissent vite fait, enfin, tu vois. Donc on m'appelle beaucoup pour faire les premières. Et en fait, c'est toujours mal foutu les premières. Les gens ils sont pas tous dans la même direction. Il y a le bar qui fonctionne, il y a des portes pas fermées, ça fait du bruit, c'est le bordel. Au bout de 2-3 sessions, tu finis par leur expliquer les détails. C'est un peu un feng shui, quoi. C'est très simple. Il faut qu'il y ait pas trop de bruit autour. Il faut que les gens regardent dans la même direction, que le micro fonctionne, que le présentateur insulte pas les gens direct parce qu'il a peur. Après, c'est parti. Ça peut être n'importe où. Mais il peut y avoir une bonne ambiance dans une salle de merde s'il y a quelques détails de régler, quoi. Le micro, est-ce que tout le monde regarde dans la même direction? Est-ce que tout le monde est là pour voir du stand-up? Parce que des fois, tu t'installes et puis les gens, en fait, ils étaient venus boire un coup, discuter, puis il y a un spectacle qui commence et ils sont vénères, tu vois. Donc, c'est plus des histoires d'organisation. Il faut juste organiser ça avec du bon sens, qui n'est pas toujours le cas. Mais du coup, je fais la première et je leur dis, voilà, les trucs qui vont pas. Puis au final, ils changent et puis ça devient une bonne soirée en général. Puis c'est pas que moi qui fais ça aussi. Beaucoup d'humoristes qui connaissent bien les plateaux savent ce qu'est un bon plateau et ce qu'est un mauvais. Au moins qu'il y a un micro, le public qui regarde dans la direction de celui qui fait les blagues, c'est quand même la base. Ouais, enfin, idéalement que ce soit pas des gens qui étaient rabattus dans la rue ou qui étaient en terrasse du bar et on leur dit venez à l'intérieur, il y a un spectacle, parce qu'en général ils sont pas là pour ça et puis ils sont bourrés et ils vont te mépriser. Et puis non, le présentateur qui fout pas une mauvaise ambiance dès le début, ça j'en ai vu beaucoup aussi. Tu sais que tu dois faire de l'impro, mais t'as vu que des gens être agressifs à la télé, faire de l'impro, et en plus t'as peur, donc en gros t'insultes les gens, quoi. Ta chemise, c'est nul, quoi. Mais c'est quelques détails où si tout ça est fait correctement, ça peut être dans une salle pourrie et tu vas passer un bon moment. Mais j'ai entendu que tu en parlais un petit peu avec Sam Melia, des scènes où il y a pas de scène, il y a des tables de ping-pong, il y a des télés allumées, enfin des trucs comme ça. Ah ouais, non, mais il y a un flipper, ouais, il y a... Moi, je suis assez tolérant, genre, je vois quand l'intention est bonne, je dis que c'est mal foutu, je me vénère pas, mais je me dis, bon, les gars, il y a un peu de bon sens. Tu fais un spectacle devant la moitié des gens, ils étaient juste venus là pour manger, enfin, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça progresse quand ça existe de moins en moins, ces scènes-là, quand même. Parce qu'il y a plus de références maintenant, c'est plus facile de savoir ce qu'est une bonne scène maintenant qu'il y en a plus. Puis même sur scène, il y a des trucs que tu aurais pu voir en 2012 que tu verrais plus maintenant, ou des trucs un peu clichés ou faciles que tu vas voir de moins en moins. Donc ça évolue positivement, mais bon, comme toutes les évolutions, ça peut être un peu lent des fois. Non, qu'est-ce qui fait une mauvaise scène? C'est tous ces détails-là, quoi. C'est en gros tous les détails qui font que c'est plus un spectacle. Dans le podcast que j'avais fait avec Seb, il parlait de scènes qu'on faisait où il n'y avait pas de scène. Tu sais, en gros, t'es à même le sol avec les gens, quoi. Genre t'es debout et puis eux, ils sont assis. C'est pas le truc principal, c'est juste pour ton ego. Tu fais putain, je suis même pas sur une scène, quoi. Mais c'est pas le pire truc. Les trucs en plein air, ça c'est. Ah putain, voilà. Par exemple, bon exemple d'un truc qu'il faut pas faire. Le son ne voyage pas comme il doit voyager. Non, déjà des salles qui, s'ils ont pas une bonne acoustique, des fois c'est déjà embêtant, mais pas grave. Mais alors en plein air, je l'ai jamais fait personnellement, mais rien que l'idée m'angoisse. Bah, je l'ai fait une fois et je crois que ça s'est bien passé, mais tu vois des gens rigoler silencieusement. T'as l'impression que c'est du mime. Non, c'est pas terrible le plein air, par exemple. Si c'est que des comités d'entreprise ou si c'est genre on va sortir.com et c'est que des gens seuls qui voulaient faire une sortie pour pouvoir pécho après. Ouais, il y a plein de trucs qui font que c'est pas idéal. En gros, tu sais, une bonne scène, c'est vraiment le truc le plus simple. Hein, t'as le micro qui marche et t'as les gens qui sont de bonne humeur et assis et qui parlent pas trop. Et puis... Ouais, ça semble évident, mais dans certains cas, ça l'est pas. Il y a des fois des scènes que tu te fais un peu piéger. Il y a une scène, il y a un micro, il y a des éclairages. Tu te dis, mais c'est parfait, c'est fantastique. Et au milieu, tu commences à jouer, il commence à servir de la nourriture et tu fais, oh non, qu'est-ce qui se passe? Le truc du service, c'est particulier parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a des comedy clubs et dans un comedy club, tu te fais servir. C'est juste que le public est discret quand il lève la main, les serveuses sont discrètes. Contrairement à un club qui vient d'ouvrir où elles sont debout en blanc et parlent à voix haute, il y a aussi moyen de faire ça correctement, tu vois. Au Kings of Comedy Club à Bruxelles, tu sais commander, mais il y a tout un système qui est expliqué pour que ça se fasse silencieusement. Tu lèves la main, le serveur il arrive, il est discret, tu le vois même pas. Le public est habitué à voir ça, alors qu'en France c'est nouveau ce truc-là. Et donc en fait, le public est hyper distrait dès qu'il y a une serveuse, alors qu'ils sont censés l'ignorer en fait. Au fur et à mesure, ils vont peut-être comprendre que oui, c'est normal qu'il y ait des frites qui arrivent sur une table. C'est pas une raison pour plus m'écouter, bordel de merde. Mais au fur et à mesure, tu fais de plus en plus de scènes et de moins en moins de cours privés. Et après 2 ans et demi de stand-up, tu fais ton premier festival de Montreux. Comment ça s'est passé pour toi, le premier festival à Montreux? C'était cool, d'autant plus que quand je suis arrivé là-bas, je me sentais complètement à côté de la plaque. J'avais l'impression d'avoir gagné un concours sur Internet. Personne savait qui j'étais, je connaissais personne. Et en plus, j'avais jamais confronté vraiment mes blagues à un milieu genre professionnel, quoi. Donc
C'était vraiment, on va voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu que j'ai aussi bien marché que tout le monde et que tout le monde m'a fait des compliments, j'ai fait ok, cool. C'était flippant la première fois parce que je fais ok, faut que ça marche, faut que je sois validé par genre l'industrie, quoi. Ça s'est bien passé, j'étais content. Ok. J'étais hyper stressé, que c'était Verino qui présentait, il m'a rassuré, t'inquiète pas, ça va bien se passer, j'ai vu tes blagues, on répète, elles sont bien. Puis effectivement, c'est bien passé. Maintenant, ce qui est un peu embarrassant, c'est que c'est mes premières vannes au bout de, je sais pas, ouais, un an et demi, je sais pas quoi, et bah, ça va être sur Internet même après que je serai mort. Il y a deux passages sur Internet, mais je crois que c'est 2015 et 2016. Je sais pas si c'était déjà le premier, je sais pas. Non, il y a 2014, c'est celui qui s'appelle Acheter du porno sur Internet. Et celui-là, c'est le premier. Et j'avais 26 ans, j'étais très nouveau dans le stand-up, donc je sais que plus les années vont passer, plus je vais regarder ça et faire ah putain la honte. Mais le sketch est bon, moi je l'ai bien aimé. Merci. Non, c'était plus ma performance qui était. Genre, c'est dur de masquer ton stress quand t'es stressé au début, quoi. 2 ans après, j'ai fait le Jamel Comedy Club et j'étais encore hyper stressé. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer. Et encore maintenant, j'ai un peu de mal à m'habituer à quand il y a des caméras. J'ai l'impression d'être jamais aussi bon que quand il n'y en a pas, quoi. Ça n'a pas l'air de gêner les gens, donc. Ça se ressent pas spécialement que t'es stressé. Enfin, au Jamel, moi je l'ai trouvé bon. Je regarde ma vidéo du Jamel, merci, mais ça fait toujours plaisir. Mais non, je regarde ma vidéo du Jamel Comedy Club, tu sais, je transpire, j'ai des couacs dans la voix, je parle trop vite, je surjoue tout. Bon, j'étais en situation d'extrême vulnérabilité parce que c'était pas des très bonnes conditions, donc j'étais peut-être obligé d'être comme ça. On m'écoutait même pas, tu vois. Mais c'est normal dans le contexte d'un tournage, t'es un peu moins naturel que quand il n'y a pas de caméra. Et, je pense qu'au fur et à mesure, il faut s'habituer un peu, quoi. Ah mais je trouve que ça se ressent pas. Moi je pense que c'était un bon passage du Jamel Comedy Club parce que je trouve que c'est dans les meilleurs passages de la saison. Ah, merci beaucoup. Apparemment, ce n'est que ma perception. Mais c'est vrai que je me reconnais pas trop, quoi. Mais c'est peut-être normal. C'est peut-être moi, mon problème d'identité. Mais moi, ce que j'aime bien dans tes passages, dans ceux de Montreux et dans ceux du Jamel, c'est que tu as souvent des sujets que je me dis, bah, on va encore parler d'un sujet classique. Genre, tu vas faire une blague sur Trump. Moi, je me dis d'avance, ah, encore une blague sur Trump, mais elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire? T'as un bon angle, ce qui fait que tu dis, ah merde, il m'a surpris avec un sujet que je pensais qu'elle allait être nulle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas important les sujets en fait. Ça peut être attrayant, un mec qui lance sur un sujet que personne n'a vraiment trop traité, et puis c'est ah putain cool, il parle de ça. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de mauvais sujets. Il y a que des vannes qui ont été faites 1 milliard de fois. Et si tu trouves dans ce sujet-là des trucs qui n'ont pas encore été dit, bah vas-y. Je dirais ta force dans les sketchs que j'ai vus, selon ma petite analyse à moi, c'est l'angle que tu as choisi que je trouve super intéressant et qui m'éclate. Comme la blague sur Trump, elle me fait trop rire. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont vu toutes les vidéos. C'est un appel au secours cette vanne. Hein. J'avais très mal à cette époque-là, mais j'essaie de le dire. Mais ça fait que si un jour on m'assassine et on fait passer ça pour un suicide, on pourra regarder cette blague et faire ah, voyez, il l'a dit. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. Il y a quelque chose qui était pas bien et on t'en fait une super blague. C'est tout ce que j'aime dans le stand-up. C'est l'intérêt pour moi, hein, honnêtement. Là, j'ai écrit aussi des trucs que j'ai pas encore testés sur la dépression, la thérapie, les médicaments. C'est dark. Bon, l'idée c'est qu'il y a une vanne. De toute façon, s'il n'y a pas de rire, je vais pas la garder. C'est ça qui est génial d'arriver, de prendre un sujet qui est dur et même quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé, d'arriver à en faire quelque chose de drôle. Moi, je trouve ça à chaque fois génial et en plus, comme c'est ultra honnête, bah, c'est tout ce que j'aime. Ouais. Le passage dont tu parles, je me souviens quand je l'ai tourné, c'était Ma grand-mère raciste, ça s'appelle sur YouTube, oui. Et c'était Montreux 2016, et je l'ai tourné en 2016 et ils l'ont sorti sur YouTube en 2017, et quand je l'ai revu, j'ai fait putain, c'est dark. Déjà, ça s'appelle Ma grand-mère raciste, c'est clickbait de ouf parce que je fais 3 minutes sur Daesh et les attentats. Mais c'est 3 bonnes minutes sur les attentats. C'est un sujet qui a été vachement exploité et je trouve que tu l'exploites bien parce que ton angle est intéressant. Encore une fois. Thanks. Mais c'est vrai que l'accumulation, je fais putain, c'est hyper. Le suicide, ma grand-mère, elle est noire et ensuite direct mes boules. J'étais assez surpris en le revoyant parce que j'avais un peu oublié ces blagues-là. Mais c'est vrai, putain, c'est dark. En plus, la lumière est dark. Ça va dire un film de David Fincher et tout. Il n'y a pas eu d'étalonnage. Il n'y a pas eu de montage en mode il y a des silences et tout. Mais bon, les gens m'ont beaucoup félicité sur ce passage. Donc ça fait plaisir. Bah, je continue à le faire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. Plus j'ai de compliments, plus ça fait plaisir. Il se passe rien d'autre dans ma vie. Ça me va. Bah, je continue à en faire, ça marche. Mais tu abordes beaucoup de sujets différents dans tes sketchs. Tu abordes l'homophobie, la religion, la pornographie, le racisme et aussi même des trucs de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est parfois tendu d'aborder ces sujets-là avec certains publics? Bah non, hein. En vrai. Mais je sais qu'il y a plein de collègues qui ont l'impression qu'on peut plus rien dire et tout. Et au bout d'un moment, moi, ce que j'ai à leur répondre, c'est peut-être que je suis hyper consensuel. Qu'est-ce que je te dis? J'ai jamais eu vraiment de problème avec des vannes ou avec des sujets personnellement.
périodiquement sur une soirée où ce soir-là, il voulait pas entendre parler de ça et tout, mais j'ai jamais senti ce dont tout le monde se plaint, quoi. C'est aussi parce que je dis pas de trucs que je peux pas justifier à 100%. Si tu fais des vannes qui sont en mode je dis ça, c'est horrible, mais non, je rigole, bah c'est un peu plus difficile de défendre ou justifier. Et puis c'est aussi peut-être parce que je suis pas connu, j'ai pas encore eu de problème. Peut-être que j'aurais autre chose à dire sur la cancel culture quand j'aurais eu affaire à elle, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment observé ça, non. J'aurais pu, hein. Il y a quelques vannes que j'ai pas faites parce que je sentais que ça. Tu sais, il y a des vannes que j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie d'être mal interprété. Mais c'est aussi, tu sais, moi j'ai une théorie, c'est que en fait, tu peux dire ce que tu veux tant que tu sais le dire correctement avec les bons mots, quoi. Évidemment, si t'attaques les gens frontalement et qu'après ils se vénèrent et que tu fais, ah, voyez, censure, vous êtes vénère, bah ouais, mais tu sais, faut savoir parler aux gens. Si j'insulte quelqu'un dans la rue, il va me taper. Personnellement, j'ai jamais vécu ça. Je sais que, à ce stade, je commence à me sentir un peu comme une minorité de gens qui n'ont pas vraiment à se plaindre de ah là là, on peut plus rien dire. Effectivement, faut se méfier de Twitter, mais j'y suis plus trop. Et puis voilà, quoi. Moi, je pense que c'est surtout dû au fait aussi que au départ, c'est toi, tu pars pas d'un fait d'actualité. Tu vas venir sur comment ça t'a affecté toi. Par exemple, quand tu parles d'homophobie, tu vas parler de ton frère qui est homosexuel. Mais donc, on peut pas spécialement t'accuser de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta vie. Ouais, puis j'essaye de pas aller trop. Enfin, tu sais, si j'essaye d'être trop faussement woke, on va m'accuser d'être ça, quoi, tu vois. Et dans l'autre sens aussi, j'ai pas envie de passer pour un facho. Donc l'idée, c'est que mon intention soit claire, quoi, tu vois. Que si mon intention et mon point de vue sont clairs, tu peux pas vraiment m'attaquer. Ça veut juste dire que t'es pas d'accord et ça n'est pas mon problème. En plus, je dis pas les trucs choquants pour choquer. C'est-à-dire que c'est facile si t'es humoriste de dire bon, bah alors c'est quoi les sujets choquants? Les nazis, les handicapés, le sida, le viol. Donc j'ai parlé que de ça. Et quand les gens sont vénères, je ferai vous voyez, on peut plus rien dire. C'est mathématique. C'est voilà ce qui choque. Donc je vais le dire. Et moi, je dis que les trucs qui me passent par la tête, c'est mes pensées. Donc si mes pensées choquent les gens, je suis pas là pour les imposer aux gens. Je dis juste ce qui me vient et j'essaie d'être modéré et mesuré et de voir la situation dans tous les angles. Mais par exemple, si je voulais faire une vanne sur les féministes, ça m'intéresse pas de faire rire que les mecs, tu vois. L'idée, c'est si tu veux attaquer des gens, il faut arriver à les faire rire sur leurs propres contradictions. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps à écrire, quoi. Donc il y a des gens qui vont pas vouloir faire ça, mais enfin voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu de problème, quoi. S'il y a des gens qui veulent détester Adrien Arnoux, profitez-en de ce podcast, de me prévenir dans les commentaires. Mais de toute façon, enfin, n'importe qui maintenant peut décider que soit je suis un mâle blanc hétéro, machin, je fais partie du problème, blablabla, ou l'inverse, les Soraliens qui vont faire des petits PD avec les petites épaules. En fait, je prête pas attention à ça. Ce sont des choses qui sont un peu montées en épingle par les médias parce qu'ils ont besoin de nos clics pour avoir des revenus publicitaires. Donc, faut se méfier de ça aussi. Et toi qui as joué en France, en Belgique et en Suisse, est-ce que tu vois une différence entre les trois publics? Non, entre France, Belgique et Suisse, j'ai pas vu une énorme différence. Avec le Québec, c'est un peu différent, par contre, c'est une autre culture. Pour moi, Belgique et Suisse, ouais, j'ai eu à peu près les mêmes genres de réactions, à peu près les mêmes. Tu vois, tu changes 2-3 trucs ou 2-3 références, peut-être. J'ai pas vu d'énormes différences. Moi, j'ai toujours beaucoup amusé en Suisse. J'ai pas beaucoup joué en Belgique, mais j'ai fait le Kings 2-3 fois, le Kings of Comedy, c'était cool. Tu dors dans l'appart juste au-dessus et tout. Ah, nice. Ou les plus grands. Ah putain, il y a Kevin Razik à chier dans ses toilettes. Ah, mais il y a du beau monde qui est passé par cet appartement. La différence entre les publics, je l'ai pas vraiment senti. Non. Il y avait toujours le cliché là, tu vois, les Belges, ça va être beaucoup plus énergique qu'en France, et en Suisse, ils vont être un peu plus retenus. Et en fait, non, pour moi, c'était assez égal tous. Ça dépend. Moi, j'ai entendu un petit peu tout. Il y en a qui trouvent parfois le public français un peu plus froid, où il faut plus les convaincre. Si t'es à Paris, il y a beaucoup de spectacles, donc ils sont peut-être un peu plus blasés que dans des endroits où il y en a moins. Mais c'est même pas forcément vrai, ça, parce que t'arrives dans des endroits un peu reculés où ils te regardent un peu comme t'es pas de chez nous, on va te juger. Donc je pense que si vraiment il y avait une différence, il y aurait peut-être un truc de jugement en France. On va croiser les bras en disant on va voir ce que c'est que cette merde. J'ai un peu vécu ça en Belgique aussi, donc je suis pas sûr que ce soit particulièrement. Je crois que c'est un truc dans la culture francophone où, à l'inverse des anglo-saxons, on va être un peu moins poli tout de suite et tu vas devoir convaincre, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein, tu sais, ça te rend bon aussi. On l'a abordé un peu tout à l'heure, mais donc en 2016, tu as intégré la saison 9 du Jamel Comedy Club. Est-ce que pour toi, c'était un rêve de participer au Jamel Comedy Club? Non. Non, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir d'arriver là. Tu te dis, bon, bah cool, je voyais ça à la télé, maintenant je suis invité. Mais non, c'était pas du tout un rêve, c'était un but de pouvoir être invité à ce genre d'émission. C'est un signe que t'es accepté et que t'es pas trop nul, quoi, tu vois. Et je fais, bon, cool. En plus, ça fait plaisir parce que les gens vont te voir, donc voilà. Donc tout ça, c'était cool. Je suis pas sur le Jamel Comedy Club, mais le fait de dire que c'était un rêve, non, pas vraiment, non. C'est plus une validation qui fait plaisir, quoi. Moi, je disais ça dans le sens d'un rêve parce que pour moi, ça l'est un peu, mais c'était vraiment plus un rêve
au départ quand, tu sais, genre après la première saison où ça a vraiment explosé avec Blanche, avec Yacine Bellous, qui était incroyable cette saison. C'était le début du stand-up. Clairement, ça m'attire énormément, quoi. Bah, moi, en fait, je me souviens d'un truc, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au stand-up américain. Je regardais ce qui se passait au Jamel Comedy Club et j'aimais pas. Et je me suis dit, OK, soit je vais être enfin, il y a des millions de connards maintenant tu sais, qui regardent et qui jugent et qui font rien, quoi. En gros, les mecs, bah, moi, à sa place, j'aurais dit ça, mais tu le dis pas et tu fais pas ça, donc pourquoi tu parles? Soit j'allais être ce gars-là, soit j'allais essayer de contribuer positivement et à me dire, bon, bah, si t'aimes pas, bah, fais mieux. Et c'était un peu un défi que je me suis donné à ce moment-là. Donc ça faisait plaisir de me dire, bon, bah voilà, j'ai pas forcément fait mieux que ces gens-là, mais au moins j'ai réussi à arriver dans cette émission, quoi. En 2016, tu as aussi participé au ZooFest, donc c'est un festival d'humour à Montréal. Est-ce que c'était la première fois que tu allais jouer au Québec? Ouais, c'est la première fois, c'est Sugar Sammy qui m'avait invité. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, hein, j'imagine. Ah si, oui, t'inquiète, je suis vraiment un gros geek de stand-up, alors si en plus c'est québécois, d'office je connais. En fait, Sugar Sammy, quand il a un peu fait le tour du Québec vers 2014-15, il pouvait pas être beaucoup plus connu. et il pouvait pas remplir beaucoup plus de salles. Enfin, tu vois, genre, il avait fait un peu le tour. C'est ce qui se passe beaucoup au Québec, parfois, ils finissent par aller en France parce qu'il y a genre 10 fois plus de monde et plus de spectacles. Tu peux jouer dans toutes les villes. Il y a potentiellement plus de thunes. Enfin, je sais pas. Donc, il a débarqué en 2015 et très vite, il est allé à une soirée une soirée stand-up où j'étais et c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, ouais, putain, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est cool. Après, il a commencé, lui, à intégrer un peu la scène française, à jouer dans les plateaux. Donc, on continuait à se croiser. Et puis, donc, un an après, il m'a invité en 2016 avec, il y avait qui? Il y avait Kian Kojandi, Noman Osni, Thomas Wiesel, il y en avait beaucoup. Et bref, c'était un truc où il voulait faire un spectacle au Québec avec les meilleurs humoristes français qu'il avait rencontrés en France. Et donc ça, c'était super cool. C'était mon premier voyage au Québec. On a fait, je sais pas, une dizaine de spectacles. C'est fini à l'Olympia de Montréal, gros carton et tout. Ah ouais, quand même. Ouais, puis j'y suis retourné l'année d'après, l'année 2 ans encore après. Là, je comptais y retourner avant le Covid pour y passer 2-3 mois et voir s'il y a quelque chose à exploiter là-bas. Puis juste même pour être près de quelque chose qui se rapproche vraiment du vrai stand-up que j'aime, quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment cool et j'y retourne dès que possible. Je fais des potes et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le milieu du stand-up québécois? Bah, c'est un peu plus basé sur... En fait, en France, c'est aussi vachement imprégné de la culture du théâtre, que je ne juge pas, contre laquelle je n'ai rien, mais quand tu la mélanges avec le stand-up, ça fait globalement du stand-up pas drôle, quoi. Enfin, ça me parle moins parce que c'est très des égos à la française. Je sais pas si t'as vu genre, Le Goût des autres avec Bakri, mais il y a un snobisme un peu inhérent au théâtre français qui... Ils s'en rendent pas compte, mais ton univers bouleversant, et puis enfin, tu sais, la manière dont ils parlent, enfin, ça me parle pas du tout, ça. Et puis tu sais, t'écris pas tes vannes, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me parle moins que dans la culture du stand-up, même si ça évolue en positif. Là, on parle de 2016-2017. J'arrivais au Québec, je fais ah ouais, donc là, les gens écrivent vraiment des bonnes blagues. On vole pas aux Américains ou aux collègues. On traite les gens correctement. Enfin, tu vois, c'était un respect quoi du stand-up que je voyais un peu moins en France, tu vois. Ou en France en gros tu voles des vannes, tu te fais choper, tu te fais un mini bad buzz sur Twitter et puis après c'est fini quoi, tu peux remplir ta salle, ça ruine pas ta carrière, mais si tu t'intéresses vraiment au stand-up, c'est vraiment le crime numéro 1 de faire ça. Tu dirais que c'est encore le cas maintenant? Si tu voles un truc, c'est pas grave, ou c'était plutôt à cette époque-là? T'auras pas le respect des vrais, mais on s'en fout. En fait, le peuple français s'en bat complètement les couilles de si c'est volé ou pas, ou qui a écrit quoi, parce qu'on est dans la culture de l'auteur et de l'interprète. Donc, de toute façon, c'est. Enfin, j'ai constaté avec l'affaire Copy Comique que même s'il y a eu quelques vues sur YouTube, ça, tout le monde s'en branle, en fait, dans la globalité. Mais c'est pas que ça, c'était aussi quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu aussi que, à l'époque, en France, il n'y avait pas vraiment de comedy club, à part le Paname, mais en gros, c'était juste mieux organisé là-bas. C'était vraiment un business qui était en place, et il y a même une école, L'école nationale de l'humour. Voilà, c'est ça. Il y avait juste une infrastructure autour du stand-up qui respectait plus la culture et ce que c'était censé être. Et donc, ça m'attirait beaucoup plus, quoi. C'est moins basé sur, tu sais, du showbiz à tout prix, que des gens qui sont là pour jouer dans des films, et être riche et chier avec les gens, et parler mal au staff et tout. Enfin, je te rends pas compte de ce que j'ai vu. Et... tu me fais rêver. Et, attends, je me suis fait plein de potes aussi, hein. C'est plus une compréhension de ce que c'est à la base, quoi, qui est un peu plus forte là-bas. J'ai tellement de problèmes avec ce genre. T'inquiète, le podcast. J'adore le théâtre, vous êtes tous formidables. J'ai essayé que le podcast soit pas trop connu pour pas que t'aies trop de problèmes. Non, je vais vraiment essayer qu'il soit connu ce podcast, donc désolé si je te cause des problèmes. Mais est-ce que toi, ça te plairait du coup d'aller vivre au Québec et de vraiment tenter ta chance là-bas ou pas spécialement? Le problème du Québec, c'est qu'il fait trop froid, sa mère.
Moi, j'ai une haine du froid que certains ont cette haine pour des minorités, tu vois, genre c'est de la vraie haine. J'ai horreur de ça, dès qu'il fait 0 degré, j'ai mal au crâne, toute ma peau sèche de manière irrationnelle. Enfin, je suis pas fait pour ça, quoi. Et puis c'est interminable là-bas. Enfin, tu vois, même l'hiver à New York est très dur, mais il me semble que c'est pas très long. Enfin, tu vois, ça peut durer 2-3 mois, et là-bas, ça dure la moitié de l'année. Et puis j'avais pensé à m'installer là-bas, puis je me suis très vite vu arriver en février et faire, j'ai fait une énorme erreur. Je sentais que ça allait se passer comme ça. Mais si je pouvais y passer légalement le plus de temps possible, ce serait cool, quoi. C'est à chaque fois que je viens, ils sont très, ils veulent pas que tu travailles là-bas, donc ils vont toujours vérifier ce que tu es venu faire. Moi, comme je viens pas vraiment être payé ou quoi que ce soit, y a pas de souci, quoi. Mais ils veulent toujours savoir pourquoi tu es là. Tu peux pas venir tout le temps quand tu veux au Québec. Au Canada, en général, ils sont très stricts sur le. Sur tout ce qui est visa de travail et tout ça. Tu sais, les rappeurs aux États-Unis qui ont un casier judiciaire et galèrent de ouf à venir faire des dates de tournée au Canada parce qu'ils sont très. Bah non, tu rentres pas. T'as un casier, c'est mort. Il se trouve que j'en ai pas. M'installer là-bas, je pense que je me sentirais aussi limité que si j'étais genre tout le temps à Paris, par exemple, tu vois. En fait, je pense que ce qui est bien, c'est de bouger à droite à gauche. Idéalement, si tu peux le permettre et que tu as le temps et que tu n'as pas d'enfants et tout. C'est ce que Sugar Sammy fait, par exemple. Vas-y, on fait la France. Ensuite, il fait OK, vas-y, on fait les États-Unis. Après, vas-y, on fait le Canada anglophone. Ensuite, francophone. Et puis, tu sais, ça secoue la boîte un peu, tu vois. Ça secoue un peu ton cerveau. Tu finis pas comme de l'eau stagnante. Artistiquement, tu peux très vite stagner si tu bouges pas, je trouve. Et toi, quand est-ce que tu as commencé à jouer en anglais? En anglais, quasiment en même temps qu'en français. Décembre 2012, c'est ça. C'est une scène en fait à Paris, il y a des expats qui jouent devant des touristes, quoi. Très vite, j'aimais bien faire les deux parce que j'écrivais pas la même chose dans les deux, puis ensuite je traduisais dans l'un dans l'autre, et puis ça me faisait plus de blagues, et puis ça aussi, ça me faisait un peu secouer la boîte. C'est penser dans différentes directions avec différents langages te fait trouver d'autres idées que tu n'aurais pas forcément trouvé soit en français soit en anglais, donc c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est un truc que j'aimerais bien commencer parce que je commence à être un peu plus à l'aise en français, du coup j'aimerais bien le faire en anglais. Ça m'attire énormément, mais je suis pas encore peut-être pas encore assez à l'aise, je sais pas. Je me tâte, mais c'est un truc qu'il faut que je tente. Tu crois que j'étais à l'aise quand j'ai commencé? L'idée, c'est de se jeter au feu. J'étais à chier pendant longtemps. Même Sébastien Marx, au bout d'un moment, il voulait plus m'inviter tellement je prenais des bides. Parce que c'est lui qui tenait la soirée. Puis bon, maintenant, mais tu sais, c'était presque bien qu'ils me disent, écoute, pour l'instant, c'est pas assez solide, je peux plus t'inviter. Puis du coup, ça m'a poussé à écrire des meilleures blagues. Et il y a beaucoup de trucs de moi qui sont sur Internet en français que j'ai écrit d'abord en anglais et parce que j'osais pas trop les dire en français. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai fait bon, je vais traduire ça en français. Le fait d'avoir une distance, c'est quand c'est ta deuxième langue, il y a une distance émotionnelle qui fait que je peux dire des trucs un peu plus librement, d'autant qu'il y a personne que je connais dans la salle. C'est presque un truc pour tester des trucs que j'oserais pas dire en français, mais quand ça marche en anglais, je fais bon, allez, maintenant on va le traduire en français, ce serait dommage, quoi. Mais du coup, le fait de faire des scènes en anglais, ça a vraiment aidé ta créativité, toi, tu dirais? Ouais, carrément. Et puis ma confiance en moi. Et puis ça m'a aussi ouvert à des trucs. C'est comme ça que j'ai pu jouer en Corée. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer des humoristes américains. Ça t'ouvre à un monde de stand-up qui est beaucoup plus large parce que ça s'arrête pas aux États-Unis. Ou même à l'anglophonie en général. Tu peux jouer dans le monde entier une fois que tu joues en anglais. Donc tu peux te faire inviter à jouer en Indonésie, en Suède, enfin n'importe où. Et pour moi, c'est ça qui est beaucoup intéressé. Et c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à mes collègues qui sont très franco-francisés. Écoutez les gars, je suis désolé si je parle bien anglais. C'est pas de ma faute. Enfin, tu vois, m'en voulez pas. Il se trouve que je peux. Ça m'ouvre à un monde qui est vraiment plus intéressant que juste avoir le nez dans le guidon de la culture française ou francophone. Enfin, tu vois, en fait, tout ce que je dis là, c'est vraiment l'idée de élargir un peu tes perspectives et tes horizons. J'ai entendu ça dans plusieurs podcasts, que tu parlais anglais correctement avec un bon accent. Comment ça se fait? Écoute, je sais pas faire grand-chose, mais quand il y a des trucs que je sais faire, je sais les faire bien, quoi. Je sais pas, peut-être que j'ai une bonne oreille. J'en sais rien. J'ai commencé tôt. Tout ce que j'aimais bien, c'était en anglais quand j'étais petit. Mon père, c'était un gamer première génération, donc il avait plein de jeux vidéo qu'il achetait, mais ils n'étaient pas encore traduits en français parce qu'en France, ça marchait pas trop les jeux vidéo à l'époque. T'as vu comment je suis vieux? Tout ce que j'aime est en anglais quasiment, enfin en tout cas à l'époque. Enfin, c'est que ce soit les films, le stand-up, la musique. Enfin, si tout ce que j'aimais était en finlandais, je parlerais finlandais. C'est une habitude. Mais si j'ai bien compris, je pense que les Américains préféreraient limite que tu aies un accent français, que ça leur plaît plus. C'est vrai, ça? Ça leur plaît plus en tant que touriste ou en tant que personne, mais c'est vrai que en stand-up, si tu arrives à un open mic qui fait So, I'm French, non, ça, ils s'en foutent. Pour moi, c'est beaucoup plus marrant d'arriver sur scène, de ne pas dire d'où je viens, tout le monde s'en fout, et c'est cool. J'aime bien l'idée. Avoir un gimmick de français. Peut-être à un moment, si un jour les gens s'intéressent à moi dans le monde anglo-saxon, je pourrais peut-être en parler du fait d'être français, mais en fait, j'en ai rien à foutre des différences de culture. Tu sais, t'arrives dans un pays, je suis français, les États-Unis, c'est bizarre, hein, on s'en branle. Ouais, quand je vais dans des pays comme ça pour faire des open mic, je dis pas que je suis français. Ça s'entend pas, on dirait que j'ai un accent un peu genre, européen, quoi. Tu l'as dit, tu es allé plusieurs fois jouer aux États-Unis. Tu as trouvé ça comment de jouer aux États-Unis? Est-ce que tu as bien aimé ce milieu ou pas spécialement?
Ouais, ce qui est sûr, c'est que une des raisons pour lesquelles c'est bien là-bas, c'est parce qu'ils te laissent vraiment crever de faim pendant 10 ans avant de s'intéresser à toi, souvent. Ce qui fait qu'il y a que les meilleurs qui survivent et tous les autres, enfin, moi, les gens que je rencontre là-bas, ils ont 3 jobs, ils sont Uber, ils promènent des chiens, ils font des visites touristiques. C'est l'Amérique, donc c'est chacun pour soi et on t'aide pas. Tu vois, en France, on a un truc qui permet de cotiser le chômage comme un vrai job. Quand tu fais du stand-up assez vite, si t'es payé légalement. Bon, bah là-bas, tu leur parles de ça, c'est le communisme, hein, pour eux. Donc c'est ça, mais après, le fait est qu'il y a juste une compréhension de ce que c'est, de ce qu'il faut écrire et de ce qui est nul et ce qui est bien, qui est juste un peu plus avancé, quoi. Il y a des gens, quand je dis ça, qui sont vénères, mais c'est comme ça. C'est logique. Le stand-up, ça a démarré chez eux, donc ils ont 10 ans d'avance sur tout le monde, c'est logique. Puis c'est aussi une industrie du divertissement qui tourne à balle et il y a aussi, je sais pas, différentes cultures. La culture new-yorkaise, ça vient un peu de là aussi, le stand-up. Et puis c'est un humour un peu particulier. C'est dur de vraiment. Enfin, il faudrait faire une étude quasiment sur quel est l'humour de quel pays. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Non, ce que j'ai constaté, c'était que pour commencer, c'est vraiment beaucoup plus dur. Par contre, ça, c'est sûr. Moi, j'y allais en touriste, mais j'y allais pas du tout pour en mode carrière et tout. J'y allais vraiment pour faire des open mic et puis visiter, quoi. Mais pour commencer, ouais, c'est attends-toi les 5 premières années à ne pas gagner d'argent. Du tout. Ce qui est absolument pas le cas en France, par exemple, où au bout de 2 ans, tu gagnes ta vie facilement. Donc tu dis c'est dur de gagner sa vie, mais est-ce que ça s'est bien passé pour toi, les scènes que tu as faites aux États-Unis? Ah ouais, j'ai pas eu de soucis. Ouais, c'était cool. C'était pas des scènes où il y avait des gros enjeux et c'était pas des scènes où je partageais pas la scène avec des vrais lourds. C'était beaucoup d'open mic ou de trucs pas open mic, mais genre pas méga pro et tout. C'était plus pour confronter ce que je faisais à eux, quoi. Genre, est-ce que j'ai des blagues qui pourraient marcher là-bas une fois que je parle plus de Paris, la France, tout ça, quoi. C'est aussi pour savoir ça. Et puis j'ai aussi écrit des trucs là-bas que j'aurais pas forcément écrit ailleurs, tu vois. Et, c'est comme il y a des musiciens comme ça, ils voyagent dans différents pays pour se donner de l'inspiration. C'était un peu ça le but aussi. Mais du coup, c'était des passages du coup assez courts, je suppose. Oui, c'était des. En fait, là-bas, les open mic, tu payes pour jouer. Tu payes à une conso. Ouais. T'as 5 minutes. Ouais, donc c'était des passages très courts, mais ça m'arrange. Hein, tu sais, j'ai pas, j'ai pas énormément de blagues en anglais qui fonctionnent en dehors du côté. On est en France et on parle en anglais. Enfin, tu vois, alors, j'ai beaucoup de vannes qui finalement ne passeraient pas la frontière au niveau de la drôlitude. Puis ils sont un peu en avance, donc tu vois, si tu sais, ma grand-mère raciste ou mon frère gay, l'homophobie, c'est pas bien. C'est que les trucs où pour eux c'est évident depuis genre longtemps, au moins sur scène, quoi. Tu vois, pas forcément dans leur société brisée. Mais en tout cas, sur scène, si tu parles de weed ou si tu dis que l'homophobie c'est stupide ou que le racisme c'est pas bien, enfin ouais, c'est bon, on a compris. Hein, on connaît. Ils sont déjà passés au-dessus de ça, quoi. C'est marrant comment ils l'ont bien compris au niveau du stand-up, mais au niveau de la société, ça a pas l'air. Il y a une notion de ce qui est hack. C'est pas vraiment le mot ringard, mais c'est genre déjà fait, et déjà vu et déjà entendu, quoi, tu vois. Et c'est une notion qu'on n'a pas trop en France, donc tu vois un peu tout et n'importe quoi. Mais là-bas, c'est genre c'est comme être accusé de faire du playback en musique. C'est genre ouais, t'es un hack, quoi. T'es un bouffon, Ouais. quoi. Tu fais des vannes que tout le monde fait. Tu fais des vannes que quelqu'un pourrait faire sur Twitter, quoi. C'est pas et on te respecte pas si t'es comme ça. Quand je parle de culture nord-américaine en général, et tu sais, quand je parlais du Québec, c'est un peu la même chose. C'est ça aussi, c'est cette notion de non, il y a vraiment un type de vannes qui ont juste dépassé ringarde et on n'est pas censé te faire des compliments dessus ou te dire que c'est formidable si c'est genre nul, quoi. En France, c'est encore très dur de dire à quelqu'un je peux pas t'inviter à ma scène parce que c'est pas solide, parce qu'ils vont avoir un ego de ah ouais, ah bah laisse-moi rire. Alors qu'en fait non, frère, tu devrais être censé prendre ça bien et c'est censé te donner envie de retourner à travailler, quoi. Retourner à écrire des trucs mieux. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'ils sont un peu plus en avance chez nous. C'est que si c'est pas drôle, on va pas essayer de te faire plaisir et être bienveillant. Ah, c'est pas. Ah ouais, mais c'était pas ton public. Toutes ces conneries. Ce sont que des mauvaises idées, des mauvaises excuses qui font que le stand-up avance moins vite à cause de ça. Donc c'est pour ça que je suis autant contre ce genre de manière de penser, quoi. Au Québec, j'ai souvent entendu ça aussi, qu'ils étaient en avance et que quand ils regardent parfois du stand-up en France, ils se disent ah c'est marrant, on dirait que c'est ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Mais même si ça évolue vite, maintenant le stand-up en France a quand même fameusement progressé. Enfin je dis la France, la Belgique c'est pareil, mais je pense avec encore 2 ans de retard aussi. Ah, mais on est déjà à des années-lumière de quand j'ai commencé. Hein. C'est encore différent. Mais comparé aux années 2000, effectivement que c'est mieux. Mais c'est ça que j'adore écouter dans les podcasts québécois, c'est qu'ils prennent tellement l'humour au sérieux, j'adore ça. C'est ça qui fait que moi l'humour québécois, c'est celui que je préfère. Je crois que je suis encore plus attaché qu'à l'humour américain. C'est que j'adore tout ce qu'ils ont fait avec le milieu de l'humour, en fait. C'est un peu moins vu comme un marchepied vers la célébrité et la richesse, quoi, tu vois. Mais c'est compréhensible. En France, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de milieux qui sont pas forcément favorisés, qui essaient de prendre leur revanche. Et bon, ils savent pas rapper, ils savent pas assez bien écrire, donc il faut du stand-up. Et, moi,
Franchement, si tu sors de la merde et que tu arrives à t'en sortir, moi je respecte. Et c'est où le plus dur pour faire de l'humour, tu dirais? La Corée du Sud, c'était en anglais, ils parlent pas anglais, donc je peux dire que c'était ça le plus dur. Bon, même là, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Le plus dur, qu'est-ce qui est le plus dur? Je sais pas. Le plus dur, c'est vraiment de jouer devant un public qui pensait qu'il allait voir un espèce de one-man show. Enfin, je sais pas. Des fois, tu vas dans des endroits où leurs références d'humour sont vraiment étranges et t'as l'impression que quoi que tu dises, ils te détestent. J'ai pas de région, d'endroit en particulier. C'est juste. Il y a vraiment des soirs, en gros. Tu sais, le stand-up, il y a aussi beaucoup de gens qui associent ça au Jamel Comedy Club et qui mélangent ça avec leur racisme et qui font Ah, j'aime pas le stand-up. C'est communautaire. Et tu te retrouves avec des gens en fait qui croisent les bras et qui te regardent et t'as l'impression d'être un rappeur qui joue devant le public de Sardou quoi. Tu vois, genre, c'est un décalage où c'est chiant parce que du coup ils sont pas prêts à recevoir ce que t'as à leur donner. Ça fait un peu chier. Mais bon, c'est périodique quoi. Ça arrive pas forcément tout le temps. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile de jouer devant un public qui est habitué à voir du stand-up que quand t'es devant un public qui connaît pas ça du tout. C'est assez difficile parce qu'ils ont pas les codes et tout ça. Moi j'avais souvent ça, on a beaucoup de festivals d'humour en Belgique, mais c'est souvent dans des coins assez reculés où tu joues devant des publics plus âgés et ils s'attendent toujours à un grand show, un spectacle et au final t'as quelqu'un qui arrive qui dit salut et qui reste debout devant eux quoi. Ils sont perdus quoi. C'est plus compliqué quoi. Ouais, en gros c'est exactement ce que je voulais dire, mais je voulais pas forcément. J'ai déjà des personnes âgées qui m'ont écrit genre c'est pas vrai, non. Donc je veux pas stigmatiser toute une tranche d'âge. C'est plus une question d'ouverture d'esprit quoi. C'est pas forcément une histoire d'âge. Non, mais c'est pas spécialement l'âge, mais là, dans les festivals, c'est vrai que c'est un public plus âgé et il y a des festivals où ça se passe super bien, mais il y a des festivals où ils connaissent pas le stand-up du tout, donc quand tu fais un truc vraiment calme... Moi, j'aurais pas forcément vu ça au niveau de l'énergie, c'est parfois au niveau du propos ou même au niveau du simple fait que t'aies un micro dans la main, des fois ça leur pose problème parce que t'as pas le micro casque. Mais c'est aussi eux qui s'excluent eux-mêmes, j'ai l'impression très souvent quand ils comprennent que ah c'est du stand-up, ah j'aime pas, ah ça va être un truc de jeune, ah il va m'insulter, il va me dire que je suis vieux, alors qu'en fait non, je fais aucun... C'est vraiment, c'est pour eux aussi que j'écris. Enfin, le but est d'écrire. Moi, quand j'écris, j'essaie d'écrire de manière où c'est inclusif, que les gens vont comprendre ce que je dis, que ma grand-mère pourrait comprendre ce que je dis, quoi. Tu vois, par exemple. Donc c'est là que ça me vexe. Genre, moi, j'ai fait un effort et vous en faites pas, quoi. Quand on dit j'aime pas le stand-up, c'est vraiment un truc que je comprends pas parce qu'il y a tellement de styles d'office. Il y a quelque chose que tu vas bien aimer. Il y en a tellement. Moi, c'est ça que j'essaie de mettre en avant dans le podcast aussi, c'est que t'es humoriste. Mais par exemple, en Belgique, on les connaît pas tant qu'ils sont pas allés en France et qu'ils reviennent. Mais découvrez-les quand ils sont déjà là, ils sont juste à côté de nous. Ouvrez les yeux. Il y a aussi toute une génération qui parle de Desproges et de Coluche et de gens comme ça. Tu sais, où il y a même des gens qui vont dire ah bah pour moi il y a que Dieudonné. Hein. Enfin, tu vois, en gros, il y a aussi tout un tas de gens qui sont habitués à un certain type d'humour où c'est juste, tu sais, c'est pas ce que je fais. Quoi. Ouais, non, je vais pas être frontal, vénère, violent ou tu sais, dire tous pourris, dire des trucs vaguement conspirationnistes. Et s'il y a un public qui veut entendre que ça. Que ce soit en mode plus jeune à la Diodo ou plus âgé en mode pourquoi t'attaques pas les PD, les Noirs, les Arabes, on peut plus rien dire, hein, tu vois. Il y a aussi ces gens-là qui font un peu la gueule dans les spectacles. À ce moment-là, c'est pas à nous de nous en vouloir si on leur donne pas ce qu'ils demandent. C'est aussi il y a un truc avec le stand-up où tu vois en musique, si tu joues du reggae, tu joues devant des gens qui vont voir du reggae. Si tu joues du punk, tu vas jouer devant un public de punk. En humour, tu joues devant toujours les mêmes gens. Que tu sois Mustapha Latraci ou un mec qui met des perruques, quand t'es en tournée, si t'as le même nombre de publics, tu vas jouer dans les mêmes gens. Il y a moins de genre. Ça va vraiment être toujours le même public. Mais surtout si tu fais des plateaux, t'as 6 personnes qui vont avoir un humour complètement différent, qui vont se retrouver devant un même public et... Je parle plus en tournée, moi, tu sais. En France, c'est beaucoup les spectacles qui sont achetés par des mairies et les gens qui viennent, c'est vraiment des gens qui viennent juste voir l'offre culturelle de leur ville ce jour-là, quoi. Ouais, il y a ça aussi chez nous. Et là, c'est le drame. Tu vois. C'est là que ça devient compliqué parce qu'en gros, ils seraient allés voir Couscous au lardon ou ils seraient allés voir Fabrice Lucchini ou toi. Enfin, ils en ont rien à foutre, quoi. Et à ce moment-là, c'est même pas de leur faute. C'est juste, faut cibler un peu plus, quoi. Faut peut-être pas cliver, pas forcément séparer, mais essayer d'être un peu plus malin et viser correctement la bonne démographie qui peut être en plus très large pour que tu ne te retrouves pas à littéralement avoir les mêmes gens qui viennent voir tous les spectacles dans leur ville toutes les semaines. Généralement, le stand-up marche bien quand les gens savent qu'ils vont voir du stand-up. Quand ils sont pas au courant, ça se passe pas souvent bien, j'ai l'impression. T'as aussi toute une tranche d'âge pour lequel le stand-up est en train d'être marketé, mais c'est récent, c'est-à-dire tu sais j'ai pas de tranche d'âge, mais enfin ma tranche d'âge à moi ou la tienne, c'est pendant très longtemps les spectacles d'humour, c'était un truc un peu ringard, quoi. Donc au fur et à mesure, les gens commencent à
être dans la bonne salle devant le bon spectacle qu'ils étaient censés voir, tu vois. Mais c'est pas toujours le cas. Récemment, tu as participé à l'émission de Kian Kojandi 60, le 2. Comment c'était de te préparer à un numéro de 1 minute? Comment tu as abordé ça? Ça m'intéresse de savoir ça parce que j'adore cette émission. En ce qui me concerne, je vais te démystifier ça tout de suite. Je vais démystifier ça tout de suite. Hey Adrien, t'es chaud pour faire 1 minute à 60? J'ai une bonne minute là dans mon stand-up, je vais la faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai juste choisi 2 vannes que je faisais en ce moment que j'aimais bien et qui me semblaient fonctionner dans le contexte. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que j'avais tellement peur de dépasser 1 minute que j'ai fait 40 secondes les 2 fois. T'étais dans les bonnes minutes, je trouvais. Merci encore. Comme tu disais tout à l'heure, t'as commencé avec parler de pornographie et je me suis dit, encore un sketch sur la pornographie. Et 30 secondes après, je fais, merde, elle est bonne sa vanne. Elle est super bien trouvée. C'est ça qui est cool dans le stand-up, c'est que les gens se demandent un peu où tu vas au début. C'est toujours cool. Oula, il va où? Parce qu'une fois que tu les rassures avec la bonne vanne, t'as vraiment un gros rire de voilà, ok. Et pour moi, c'est ça qui est excitant. Moi, je pense que le racisme, c'est pas bien. Et voilà pourquoi. Les gens vont faire ouais, t'as trop raison. Bah non, c'est plus marrant de les prendre, de leur faire penser que tu vas dire un truc et finalement de les amener ailleurs, tu vois. Pareil avec à peu près tous les sujets que j'aborde, que ce soit ma grand-mère raciste ou mon frère homosexuel, le truc comme ça. C'est cool de commencer un sujet et les gens se demandent oh là là, qu'est-ce que ça va être ça. Ouais. C'est ça qui est excitant aussi. Je sais que c'est une question qui te saoule, mais à quand le spectacle complet? Comment tu veux que je le fasse maintenant? J'avais des projets avant le Covid. Hein. J'avais commencé à le roder l'hiver avant le Covid et puis ça a un peu niqué mes plans, quoi. Je pense que j'ai eu raison de pas le faire avant parce que ça me semblait pas logique. Le faire, si tu fais un spectacle les 5 premières années, c'est quand même mieux d'avoir un buzz ou d'être un peu connu et c'était pas mon cas, quoi. Moi, je pense que personne devrait faire 1 heure avant les 5 premières années, à moins d'avoir un public à exploiter financièrement. Auquel cas, je comprends tout à fait. Mais comme c'était pas le cas, j'ai pas fait le buzz, je voyais pas l'intérêt, tu vois, j'ai pas les vannes, j'ai pas le public. Le marché est méga concurrentiel à Paris. Il aurait fallu signer un deal où j'aurais été plus ou moins une prostituée, donc non, j'ai aucun regret. Et là, je comptais commencer, donc je pense que d'ici le déconfinement, je vais commencer à roder un bloc. Moi, j'appelle pas ça mon spectacle parce qu'il n'y a pas vraiment de thème, tu vois, donc c'est ton heure, ça c'est encore un truc qui vient du théâtre, tu vois. Ça va plus être un bloc cohérent. Tu sais, c'est comme les albums, t'as des concept albums et t'as des albums qui ne sont pas des concept albums, mais ça veut pas dire qu'ils en ont rien à foutre de l'ordre des chansons et des transitions, quoi. Ou de qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui termine, enfin, tu vois. Ouais, on peut appeler ça mon heure, c'est bon. Mon spectacle. Je comptais vraiment, dès que j'ai commencé stand-up, le faire au bout de 6-7 ans, mais on m'a vraiment cassé les couilles pour le faire plus tôt, pour des raisons ridicules, en me faisant croire que j'avais un buzz alors que j'en avais pas, juste un peu basé sur mon apparence physique aussi, je pense, et ça m'a un peu saoulé, je te cache pas. Là, je suis prêt, je pense. C'est hyper compliqué parce que tu lances vraiment un produit sur le marché du théâtre. C'est pas aussi simple que ce qu'on imagine, en fait. Et si tu sais pas qui va venir, t'es censé le faire toutes les semaines. Et si t'es pas rempli et que t'as signé chez un gars qui va t'en vouloir parce que t'es pas assez connu, c'est pas rempli, donc faut que tu fasses ça. Tu te retrouves à faire un truc que t'as pas envie de faire. Faut se méfier. Si tu te lances dans le truc sans réfléchir, tu vas peut-être regretter. Donc, faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en France et en Belgique énormément aussi, on t'encourage très vite à faire un spectacle. J'ai eu un sketch de 5 minutes et tout de suite, j'ai eu beaucoup de prods qui ont commencé à me tourner autour. C'était quoi leur truc? J'étais tout nouveau, j'avais un sketch. C'était juste, on va mettre nos griffes dans ce gars-là pour lui faire signer un contrat sur 7 ans et lui prendre la plupart de sa thune. C'est un artiste est une proie quand on commence à s'intéresser à lui. Et il faut faire vachement attention à ça parce que, et tu sais, même pour un musicien, un rappeur ou quoi que ce soit, faut pas juste se jeter dans le business sans faire attention parce que tu le regrettes après. C'est un bon conseil pour les gens qui veulent se lancer dans le stand-up. N'y allez pas trop vite, prenez votre temps, devenez bon d'abord. Les passages dont on a parlé tout à l'heure, Jamel, Montreux, tout ça, si ça avait fait un vrai buzz où j'avais senti un truc, j'aurais fait, tu sais quoi, vas-y, on va le faire, masser un peu de blé, combler les vides avec de l'impro, et voilà, j'aurais pu le faire. Mais si en plus de galérer sur scène, je galère à remplir la salle, vas-y, c'est mort. Enfin, ce serait moins compliqué, moi. Non, je pense que je vais le faire quand ce sera possible. Mais après ce podcast, je peux te dire, là, c'est parti. Là, c'est lancé. En Belgique, tu vas être booké. Il ne reste plus personne pour pouvoir parler. Tu sais. Ça a créé le buzz. Il y a peut-être des gens qui vont apprécier. Ouais, je pense ça depuis le début. Tous les autres humoristes, ils sont nuls. En fait, c'est chiant parce que tu sais, c'est des opinions que j'ai et des collègues vont avoir une opinion de moi en tant que personne basée sur une opinion que j'ai du stand-up, alors qu'en fait, moi, je suis un mec assez sympa. Ça me fait chier qu'on m'aime pas ou qu'on m'en veuille à cause de trucs que j'ai dit sur le métier, alors que dans ce que je fais en tant qu'être humain, je crois que pas être trop un fils de pute, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est frustrant. Le simple fait de dire les Américains ils font mieux du stand-up que nous, t'as des gens qui vont me détester en tant qu'être humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai juste dit un truc que je pense, tu vois. C'est ça qui est chiant au bout d'un moment. Tu froisses l'ego des gens en fait. Parce qu'eux ils s'attendent à ce que tu leur dises que leur univers est bouleversant et quand tu le fais pas, ils te font la gueule et tu fais je mérite pas ça en fait. Pourtant c'est un avis assez logique. Enfin pour moi assez logique que des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps soient meilleurs dans un domaine. Je trouve ça assez logique et qui ont toute une industrie autour de ça quoi.
Alors, le rapport entre la France et l'Amérique est très étrange. Parce qu'à la fois, tout le monde consomme les produits, enfin les produits culturels américains, mais dès qu'on dit qu'ils sont un peu mieux que les trucs français, il y a toujours quelqu'un qui va faire. Je me suis engueulé vénère avec des collègues à cause de ça. Ah ouais? Mais parce qu'ils commencent à me gueuler dessus, alors que moi je dis juste un truc que je pense. C'est ça le problème, c'est que je sais pas comment c'était avant Internet, mais les gens sont très prompts à te gueuler dessus dès qu'ils sont pas d'accord. Quand je dis que c'est quand même bien d'écrire ses propres vannes, t'as des gens qui commencent à avoir la respiration forte et à faire ah ouais parce que parce que bah eux ils ont pas écrit leur vanne donc ils se sentent insultés. Mais je te dis bah non, j'ai eu ce que je pense. On peut discuter en tant qu'humain, tu sais. Pour moi c'est deux trucs différents. Mais les gens font pas forcément la différence. Donc, si moi je fais pas mon spectacle au bout de 4 ans et que quelqu'un au bout de 4 ans le fait, il va dire ah ça veut dire que tu penses que le mien il est nul. Tu vois, j'ai eu des conversations comme ça. Et c'est chiant en fait parce que c'est des gens qui manifestent leur ego de manière malsaine. Mais pourtant, ouais, moi je me dis, chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont sorti des spectacles qui sont géniaux après moins de temps, il y en a qui ont sorti des spectacles complètement pourris après plus de temps. Il y a pas de règle en fait. Tu sais, très vite, on me disait, littéralement, tout le monde me disait, bah, t'as 20 minutes de vanne, tu dois faire 1 heure, bah, engage un gars qui va t'écrire 40 autres minutes ou qui va te lancer sur des sujets, enfin, tu vois. Moi, ça me parle pas trop, ce genre de collaboration. C'est très dur pour moi d'avoir la satisfaction d'un rire si j'ai pas écrit la vanne, quoi. Donc, et puis, quand les gens apprennent que c'est pas toi qui as écrit la vanne, je te jure qu'ils sont pas contents. Ouais, ben oui. J'ai deux questions un peu plus générales au niveau de l'humour pour toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Bah, le plus, c'est genre le processus, quoi. Tu vois, tu penses à un truc, tu l'écris, tu le dis à des gens, parfois le soir même si tu peux, tu vois tout de suite si c'est bien ou pas, ou au bout de 2, 3 fois. Quand ça marche, si t'as vraiment écrit toi-même la blague et que c'est vraiment un truc que tu penses, t'as l'impression d'être un peu moins fou et tout. Ça, c'est cool. Ça, c'est le meilleur truc. Après, le truc relou, bah, tu sais, en fait, il y a deux trucs relous. C'est dur de faire abstraction du côté un peu, tu sais, showbiz, égo, tout ça, où, tu sais, on te parle pas parce que t'as pas assez de followers, ou des trucs comme ça, où on dit faut faire ci, faut faire ça, faut être absolument connu, mais pourquoi t'es pas acteur et machin. Je te jure, et c'est des conversations interminables que j'ai eu avec les gens, et ça m'a rendu ouf. Ça, et ensuite le côté, bon bah tu sais, t'es dehors tous les soirs. En gros, c'est pour la vie sociale, c'est pas ouf, quoi. Parce que tu peux pas vraiment aller aux soirées de tes potes qui font pas de stand-up, et si t'as une meuf, il vaut mieux qu'elle ait un job de nuit, sinon tu la vois jamais, quoi. Ou alors tu la vois, mais tu joues et du coup t'es moins bon. Enfin bref. L'aspect relationnel et le fait que les gens deviennent très bizarres. Tu sais, moi je pensais qu'il fallait être vraiment connu pour que les gens deviennent bizarres autour de toi, et en fait il suffit de 2 passages télé pour que tu les reconnaisses plus. Donc c'est cet aspect-là, mais moi j'ai toujours été un peu là pour le processus créatif de toute façon, donc ça c'est un truc qui m'intéresse et que ça c'est un des vrais avantages. Et le fait est que contrairement à si tu fais un film ou un album, ça prend un peu du temps pour savoir si les gens aiment bien, et pour avoir le feedback. Et parfois, avec le stand-up, bah, c'est immédiat, quoi. Tu peux penser à un truc le jour même et tu le dis le soir et tu sais. Et tu l'as sorti, quoi. Tu t'as réussi à t'exprimer artistiquement, alors que tu peux bosser sur un album pendant longtemps et tu dis putain, j'aimerais bien que les gens puissent l'entendre maintenant, quoi. Mais ça prend du temps et tout ça. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Bah, de mourir le plus tard possible et dans le moins de souffrance possible. Donc, tu sais, en vrai, c'est tout. C'est vraiment le seul truc. En vrai, j'en ai rien à foutre. Tu sais, le stand-up, c'est un truc que je fais parce que je kiffe. Si ma carrière décolle, c'est cool. Si elle décolle pas, je ferai autre chose. Je vais pas finir, je vais pas finir comme Ophélie Winter. Enfin, de toute façon, ça va aller tant que j'ai pas une maladie qui va me tuer, quoi. Hein, tu vois. Ou qu'il n'y a pas la guerre ou quoi. Souhaite-moi d'arriver, tu sais quoi, souhaite-moi d'arriver à 1000 à 1000 followers sur YouTube parce que j'en ai un peu marre d'avoir personne qui me. Donc ouais, souhaite-moi des followers sur YouTube. Je suis à genre 230. C'est très frustrant, mais c'est parce que je suis tout seul dans un 15 mètres carrés et que je suis obsédé par les chiffres. Je te souhaite des abonnés aussi. Si vous pouvez vous abonner à la mienne aussi, parce que moi je suis encore plus loin, je suis à 74. mais moi c'est tout récent hein, que j'ai mis les podcasts sur YouTube, donc il faut le temps que les gens le découvrent. Heureusement c'est plus écouté sur les plateformes de podcast. Moi, j'ai eu pas mal d'abonnés avec J'ai fait un podcast avec Seb Melia qui a bien marché, mais tu vois, il a fait 23 000 vues et ça m'a fait gagner 700 followers. Donc, je sais pas si tu vois le rapport. Le ratio est pas incroyable quand même. C'est-à-dire que les gens aiment bien mon travail, mais pas moi en tant qu'être humain. Bah, je te souhaite tous ces followers alors qui vont se rendre compte que tu as du talent, comme moi je m'en suis rendu compte pour faire ce podcast. On continue sur les compliments. À la toute fin, je t'avais prévenu, je fais l'interview name dropping. Donc cette fois-ci, je te demande de me citer à chaque fois un humoriste, homme, femme, québécois, américain, français, peu importe. Mais à chaque fois, tu dois te limiter à une seule personne. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie. Il faut que je fasse un classement, donc là j'en ai genre une vingtaine, après je dois être trier, ok, il y a lui. L'humoriste le plus sympa, je peux dire l'humoriste qui a le plus fait pour moi à ce stade, c'est Seb Melia. Il m'a vraiment refilé tous les plans qu'il voulait plus faire et ça m'a beaucoup aidé. Il a accepté de faire mon podcast, ça a mis un peu de regard sur mon podcast. Enfin, il a fait pas mal de trucs pour moi et ça fait plaisir, quoi. Ça m'a un peu validé dans le métier et, c'est cool. Après, des gens sympas, je te jure, il y en a plein. Hein. J'ai dit des trucs assez négatifs pendant ce podcast, mais il y a quand même
pas mal de gens qui sont pas des fils de pute, globalement. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Il y a toute une liste d'Américains, quoi. En fait, c'est toute une génération de gens qui m'ont influencé. Donc après, qui je pourrais dire? Ouais, j'hésite entre Mark Maron et Patton Oswalt parce que en gros, c'est deux mecs où je me suis un peu reconnu. Genre, je voyais que ça pouvait être moi dans 20 ans, quoi. Dans la manière de penser. On va pas dire Mark Maron parce que je me sens un peu plus proche. Patton Oswalt, il est un peu plus geek ou nerd que moi, mais on va dire Mark Maron, c'est le mec qui m'a le plus influencé dans le sens où j'ai vu qu'on pouvait être un mec un peu névrosé et un peu vénère et que ça pouvait fonctionner quand même, quoi. C'est vrai que je te vois plus dans un Mark Maron que dans un Patton Oswalt. En fait, Patton Oswalt, c'était plus les références j'ai vu les références qu'il faisait dans son stand-up et c'était des références vraiment à lui. En gros, que tu pouvais être un peu plus personnel dans tes intérêts, dans ce que tu kiffais, quoi. Genre être un peu plus spécifique. Alors, tu vois, dans tel film qui s'est passé, il y a eu une telle scène et tu vas faire tout un sketch sur la scène dans un film que tu as vu, que personne n'a vu. Enfin, tu vois, ça m'a ouvert cette possibilité-là aussi, que j'ai pas forcément beaucoup exploité pour l'instant. Mais, Ok. Question suivante, l'humoriste qui pour toi écrit le mieux? En fait, c'est toujours compliqué parce que si c'est la France ou les États-Unis, c'est pas la même chose, quoi. Si tu veux, tu peux m'en dire. Celui qui écrit le mieux en France et celui qui écrit le mieux aux États-Unis, si tu veux. Celui auquel je pense en ce moment aux États-Unis, j'hésite entre un mec qui s'appelle Sam Morrill et un autre mec qui s'appelle Mark Normand au niveau de l'écriture. Non, tu sais quoi, non. Aux États-Unis, je vais dire Todd Barry. Okay. C'est un mec de la génération avant. Il est dans la série de Louis C.K., c'est celui qui l'insulte tout le temps et qui lui dit qu'il est pas drôle pour rigoler. Ouais, je vois bien. France, celui qui écrit le mieux. Ouais, tu sais quoi, on va dire Blanche là tout de suite. C'est vraiment le nom qui me vient en tête. C'est vrai que c'est bien écrit ça. Ah oui. L'humoriste qui pour toi joue le mieux au niveau de l'interprétation, celui qui va être le meilleur sur scène pour jouer ses act-out et tout ça, tu vois. Ouais, on va dire Roman Frécina pour la France. Hein. Oui. C'est parce que dans son manière d'interpréter, il peut arriver à soulever les gens en plus de ses vannes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est une performance, quoi. Respect. En Amérique, ça me vient pas en tête là tout de suite. Bill Burr a fait quelques trucs intéressants dans ses derniers spectacles où il essayait de jouer vraiment des scènes de un mec qui se fait cambrioler ou un autre mec qui jette un hélicoptère et il le met vraiment bien en scène et j'avais pas vu ça depuis longtemps, donc voilà, Bill Burr, on va dire. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte ou alors quelqu'un que tu t'es dit je savais pas que c'était si bon, mais ça t'a vraiment surpris. Putain, là je bloque. Il y a longtemps, quand j'ai découvert Dave Chappelle, j'ai pas compris tout de suite parce que j'étais pas vraiment habitué à cette énergie-là et à ce genre de manière de parler un peu chill et tout et à force de regarder tout ce qu'il fait et ce qu'il a fait ensuite après son comeback et tout, je fais non, c'est vraiment l'un des meilleurs, quoi. Je t'avais prévenu à la fin, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire celui qui te fait le plus rire. Entre Mark Maron et Patton Oswalt. De toute façon, je pense Mark Maron. Justement pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Entre Adib Al-Khalidé et Sugar Sammy. Je vais dire Sugar Sammy, mais c'est aussi beaucoup parce que je connais pas trop le travail d'Adib. Choix suivant entre Kyle Kinane et Neil Brennan. Peut-être Neil Brennan parce que quand je suis d'humeur, c'est un peu plus accessible ce qu'il fait et c'est un peu moins chargé dans l'écriture, donc on va dire Neil Brennan. Entre Shirley Soignon et Tania Dutel. Ah, mais t'es relou, là. Vous cassez les couilles. De toute façon, quoi que je veux dire. Tu peux dire du bien des deux, hein. Écoute, je vais dire Shirley Soignon, et puis comme ça, si Tania Dutel entend ça, elle m'appellera, puis je dirai, ouais, mais il m'a obligé à choisir. Mais Tania a dû faire des choix aussi comme toi, donc ça va, elle sait c'est quoi l'exercice que je demande. Entre Thomas Wiesel et Charles Nouveau. Ah ouais, le cauchemar, attends, je sais pas. Attends, parce que tu vois les qualités et les défauts de chacun et je crois que ça se vaut, hein, mais dans l'écriture de vanne pure, on peut dire Thomas Wiesel. Mais c'est vraiment parce qu'il a un espèce de pouvoir magique, tu vois. C'est une machine à blagues, mais j'aime beaucoup ce que fait Charles aussi. Moi aussi. D'ailleurs, Charles, c'est aussi un des invités du podcast. Ah, c'est vrai, quand t'as dit français, c'était effectivement Charles et Suisse. Mais non, tu sais, de toute façon, c'est que les gens que je trouve un peu meilleurs que moi, hein, que ce soit Charles ou Thomas ou... ouais, dans l'écriture de vanne, Thomas, c'est une machine à vanne. Hein. N'importe quel sujet, il va écrire des trucs. C'est incroyable. Bien sûr, tous les gens qu'on cite ici, c'est que des gens qui ont un talent fou. Et c'est juste la personne qui te fait un peu plus rire ou qui te touche un petit peu plus, toi personnellement, mais c'est super subjectif. Mais clairement, toutes les personnes que je cite ici, c'est que des gens que j'adorerais recevoir dans le podcast et que je trouve incroyables.
et que je jalouse énormément. C'est que finalement, ce que fait Charles Nouveau me touche un peu plus dans ce que je kiffe en stand-up, mais après, Thomas, il écrit vraiment des vannes super taillées et tout. Donc je sais pas en fait, tu vois, c'est dur de choisir. Tu sais, j'ai pas de meilleur ami, j'ai pas de film préféré, j'ai pas de groupe préféré. C'est très difficile pour moi de faire des classements dans ma tête comme ça. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Ah, Dave Chappelle, parce qu'il s'est pas encore branlé devant des gens a priori, donc c'est cool. A priori. Non, Dave Chappelle, il y a un côté, pour moi, c'est un peu le Jésus du stand-up, quoi. C'est genre, il y a vraiment un truc magique dans sa manière d'être sur scène. Genre, c'est vraiment un mec qui est fait pour ça, quoi. Voilà. Et Louis C.K. est très fort aussi, évidemment. Entre Paul Taylor et Seb Melia. Bon, c'est Melia, mais à chaque fois, je me dis, tu sais, les artistes, ils ont des égos, hein, s'ils écoutent ça, ils vont être vénères. Mais si ça peut te rassurer, tous les gens que je reçois dans le podcast m'ont dit j'ai jamais écouté le podcast, donc ça va. Oh, bah, finalement, ma carrière est pas foutue. Hein. Choix suivant entre Kian Kojandi et Yacine Bellous. Bah, je connais plus le travail de Yacine. Je vais dire Yacine, mais j'aime bien ce que fait. Bah, à chaque fois, je vais dire un gars, mais j'aime bien ce que fait l'autre aussi. Yacine, parce que c'est un peu plus proche du stand-up que je kiffe, mais Kian a des bons trucs aussi. Entre Louis Dubourg et Noman Osni. On va dire Noman Osni. En plus, je suis jaloux, il a réussi à partir aux États-Unis et tout. C'est vrai? Ouais, bah, il est aux States, là, il est en Californie avec sa meuf. Et, bon, il a pas choisi le meilleur moment pour s'installer là-bas et faire du stand-up, mais, mais en tout cas, il a l'air de s'amuser. Hein. Il fait la weed illégale. Ah ouais, donc lui, il doit avoir trouvé son petit bonheur. Je me demande si c'est pas ma faute, en fait, Noman et la weed. J'arrive pas à creuser dans ma mémoire, mais je crois que je sais pas si c'est moi qui lui ai dit de fumer ou si c'est moi qui lui ai dit, tu sais, c'est pas grave. Et qui s'est dit, ok, bah, je vais fumer tout le temps. J'ai l'impression que c'est responsable. J'ai fait ça avec Lenny Bouka aussi. Je crois que c'est à cause de moi que ces gens-là fument de la weed. J'ai pas fait grand-chose à part, à part marcher correctement sur scène et fumer. Ils ont vu que c'était possible, quoi, je pense. Je suis pas là en train de forcer les gens à fumer. J'ai un dernier choix pour toi entre Bill Burr et Doc Stanhope. Alors, Bill Burr est plus fun. Doc Stanhope faut être d'une certaine humeur parce que c'est hyper dark, mais il est très fort. Mais Bill Burr c'est plus, il est quand même un peu plus fun et divertissant. Ouais. Et il a aussi fait, il a fait plus de trucs, il a fait plus de spectacles que j'aime bien ou plus de vannes que j'aime bien que Doc Stanhope. Et je conclus toujours le podcast en demandant qui est-ce que toi tu aimerais écouter dans un prochain épisode? Qui est-ce que je devrais recevoir dans le podcast? Il faudra que tu me reçoives. Il faudra que tu me reçoives dans un an pour que je m'excuse auprès de tout le monde. Bah, tu sais, plus tu peux avoir tous mes potes, plus c'est cool. Hein. Moi, je veux que les podcasts, ça se développe. Donc, tu sais, quand on dit, ouais, tout le monde va avoir un podcast, bah ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de gens hein, dans le monde. Chacun va écouter ce qu'il kiffe, puis tu peux en écouter plusieurs. Moi, je suis abonné à une trentaine, tu vois, je crois, un truc comme ça. À fond, ouais, bah moi aussi. Dès que j'ai l'occasion, je recommande les autres podcasts parce que je me dis plus de gens écoutent des podcasts, plus il y a possibilité que des gens écoutent le mien, donc c'est toujours bénéfique au final. Ouais, c'est aussi pas mal basé sur qui tu vas avoir, donc moi je te souhaite d'avoir tous les gens qui vont ramener des abonnés à ta chaîne ou à ton podcast, quoi. C'est aussi pour ça, des fois je dis oui pour faire des scènes un peu débutantes ou dans des caves, mais juste pour, tu sais que ensuite s'ils proposent à des potes à moi, ils puissent voir que j'y suis allé et faire ok bon bah si Adrien est allé c'est correct, enfin tu vois, donc voilà, je te souhaite d'avoir tous mes potes et bien plus encore. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté de faire le podcast, d'avoir parlé avec moi pendant tout ce temps. Merci à toi. Est-ce que je dois préciser, parce que en fait je suis toujours un peu parano avec les podcasts, je dis des trucs et j'ai l'impression que j'ai avoir des problèmes, mais en fait j'en ai pas. Mais j'espère que les gens comprennent que je suis pas sorti, je crois que j'ai parlé à personne depuis un mois. et je suis dans un 15 mètres carrés avec vue sur un mur gris. Donc si j'ai l'air un peu genre tendu, si j'ai des trucs un peu, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et j'espère que personne m'en voudra, quoi. Je pense pas. Pour moi, t'as été honnête et t'as rien dit de mal au final. En gros, ça peut sonner aigri ce que je dis des fois. Et je le sais parce qu'on me l'a déjà dit, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une observation de ce que j'ai vu. Et, en gros, quand tu chies sur un truc qui rapporte beaucoup d'argent et que toi t'en gagnes pas beaucoup, on va toujours dire que t'es vénère et que t'es rageux, quoi. Il faut bien que tu comprennes que c'est pas ce somme-là que j'aime du tout. Ben venez nous dire sur YouTube si vous avez trouvé qu'il était désagréable. J'ai dit ça à tous les podcasts que je fais. Si j'ai dit quelque chose qui vénère quelqu'un, je suis désolé.
Mais vraiment, je parle aux éditeurs, allez voir ce que fait Adrien, parce que moi je trouve que c'est du très bon stand-up, j'en consomme énormément et je trouve ça toujours très bon, donc allez voir ce qu'il fait. Ah, ouais, retourne objectif sur toi. J'ai hâte de voir ton stand-up aussi. J'espère que tu auras l'occasion de le voir. Pour le moment sur YouTube, il n'y a que des vieux sketchs de 2013-2014, donc je ne conseille pas aux gens d'aller voir ça. T'as mis des trucs et tu dis aux gens, n'y allez pas. Mais je les ai mis en 2013, je veux pas les retirer. J'ai un certain attachement, mais j'ai pas envie de les retirer. Mais en même temps, je sais que c'est pas très bon. Si un jour tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, tu vas avoir envie de les effacer. Ils vont être en non répertorié à un moment donné, mais pour le moment, ça m'a pris tellement de temps pour oser le mettre que ça me ferait du mal de les retirer maintenant. Non, mais j'irai voir les prochaines vidéos. J'irai pas te juger sur ton travail en plus, 2013-2014, j'étais pas incroyable non plus, donc je pourrais pas forcément juger. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ah, merci à toi, c'était cool. Longue vie à ton podcast. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.